créateurs d'entreprises qui durent sont des héros des temps modernes. Je m'appelle Jean Barluet, développeur de business et passeur d'histoire. Je roule sur un quart nord-ouest de la France à la rencontre des patrons de boîtes. Avec le podcast Small is Beautiful, nous irons écouter chez eux ces entrepreneurs qui nous racontent les premières années de leur entreprise, les premiers contrats, clients, fournisseurs, toute la fragilité et l'excitation des débuts. Eh bien, bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Pascal Givon dans les locaux de Now Coworking Rouen. Now Coworking Rouen qui est une multitude d'espaces de coworking que tu as cofondé, tu vas nous raconter ça. J'ai eu le plaisir moi de te croiser chez Now Coworking Rouen j'étais un des premiers adopteurs, un peu curieux il y a quelques années, j'ai vu cette chose arriver à Rouen, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pop the Work, c'est quoi la vision des mecs ? Donc j'étais venu en client nomade assister, rencontrer des partenaires, bosser un peu, faire ma compta un peu en catimini. Et surtout j'avais assisté aussi à quelques workshops que tu animais. Au moins 2, j'ai le souvenir d'un, on était entre 5 et 10 dans une pièce et tu présentais les 10 applications à avoir sur son smartphone. J'ai adoré la démarche, je me suis dit tiens c'est marrant, ils ont une vision les mecs, ils proposent une façon de révolutionner le boulot qui est vachement intéressante, les locaux sont somptueux, on s'y sent bien, et en plus de ça ils proposent une animation, c'est-à-dire que l'âme des fondateurs est présente, les mecs mettent du leur, du temps pour créer la communauté, ça m'avait vachement plu. Ouais, je me souviens bien, notamment de ce workshop. Pascal, ce que je te propose, c'est que on va décortiquer on va présenter cet épisode en 2 parties. Une première partie, on parlera de tes origines, ton cursus d'études, en gros le bagage qui t'accompagne dans tes premières années. Rapidement, un ou plusieurs jobs salariés s'il y en a eu, et puis surtout ce déclic de l'entrepreneuriat, comment t'y viens, quel est le levier qui te fait passer côté gestion gérant. Ça c'est la première partie, puis deuxième partie, toute l'aventure coworking, Now Coworking de sa genèse, parce qu'il y a une genèse à ça, c'est évident, et au-delà de ça aussi cette histoire d'amitié, comment tu as réussi à entreprendre avec des amis, parce que moi dans ma tête c'est un interdit total, et toi tu as réussi ça, et c'est cette histoire là aussi qui m'intéressait dans la genèse, dans la réalisation aujourd'hui du coworking, et puis bien sûr dans la projection future. Avant tout ça Pascal, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Donc Pascal, j'ai un cursus scolaire hyper classique, avec un diplôme d'ingénieur informatique et un master à Subdeco Paris, donc un double diplôme. Des diplômes que j'ai un peu eu de mal à avoir, et c'est assez rigolo, tu verras tout à l'heure, puisque je suis arrivé, j'ai eu 2 ans d'avance dans ma scolarité, je suis arrivé à 9 ans en 6e, mais derrière j'ai redoublé ma 3e, j'ai redoublé ma seconde, donc je suis arrivé au bac à l'âge normal, et avec des parents qui commencent à en avoir ras-le-bol. 4 ans en faisant 2 années scolaires, ils disent c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc, comme quoi c'est pas grave de redoubler, on peut faire des choses quand même. On n'est pas foutu. Voilà. Après je vais faire mon armée, comme on faisait à l'époque, donc 1 an d'armée. Et l'avantage de l'époque, c'est que quand je suis sorti, donc fin 90, informaticien, c'était pas très compliqué de trouver du job. Donc je retrouve un job, je choisis mon boulot, puisque à l'époque on avait la chance de pouvoir choisir. Et donc je rentre dans le groupe AXA. Donc en tant qu'ingénieur informaticien, plusieurs jobs, la crise, je change, et puis je décide en 93, je décide que l'informatique c'est pas fait pour moi, et que j'ai pas envie de coder toute ma vie, donc ça tu codais là pour le coup. Oui, je codais. Okay. J'étais chef de projet, mais je codais. On était les batteries d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'on code en 93 ? C'est des ERP, des trucs avant l'heure, non ? Non, c'était le logiciel logiciel comptable. Moi, j'ai travaillé sur les logiciels comptables pour l'aviation transport, maritime aviation transport. On code la compta, il faut faire tous les logiciels que vous utilisez aujourd'hui. C'est des gens qui sont derrière et qui font les lignes de code pour que ça puisse tourner. D'accord.
Mais ça m'éclate pas et je vois que même les postes de mes patrons, ça va pas me faire rêver. Et donc, je décide de changer de métier complètement. Et je pars dans l'immobilier en tant qu'organisateur. Donc, organisateur, c'était un métier à la mode dans ces années-là. C'est-à-dire que tu reprenais les activités de tous les autres et tu leur disais, dans ta façon de travailler, tu devrais changer de méthodo, il faudrait que tu fasses ça, tu fais des procédures, des choses comme ça. J'arrive en avril 94, en juillet, août 94, je suis convoqué par un nouveau patron qui arrive des États-Unis et qui m'explique que mon service va être dissous. Et le service dans lequel je suis va être dissous et donc je dois repartir à l'informatique puisque je viens de l'informatique. Et là, tu as une demi-seconde pour réfléchir avec ce gars en face de toi et tu lui dis, non, ça va pas le faire parce que si j'ai quitté l'informatique, c'était un choix, c'était pas comme ça. Et donc, j'ai pas envie de recommencer. Et je dis par contre, tu vois là-bas, il y a un responsable contrôle de gestion, je sais qu'elle cherche à changer de poste, je sais qu'elle veut faire autre chose, je me sens capable de faire son truc, donc moi je pourrais prendre sa place, si tu lui trouves un job à elle, pas de problème. Et le mec est revenu, il est parti aux États-Unis, il était un peu secoué, et puis il est revenu, quand il est revenu, il me dit écoute Banco, tu vas être sous ses ordres d'abord, tu as 3 mois, elle je lui ai trouvé un nouveau poste qui lui plaît, donc elle va pouvoir basculer. Dans 3 mois, soit j'ai ta lettre de démission sur mon bureau, soit tu prends son poste. De contrôleur de gestion. De responsable contrôle de gestion. Et en 3 mois, je suis passé responsable contrôle de gestion à l'immobilier. Après, ça avance, AXA rachète UAP, tout un tas d'opérations. Et en 98, pardon, je suis secrétaire général de la branche immobilière entreprise, immobilier de bureau du groupe AXA. Et à ce moment-là, je vais voir le patron, le fameux mec qui revenait des États-Unis. Ouais. Et j'ai dit, écoute, maintenant, il y a un poste qui m'intéresse, parce qu'il m'avait emmené, je l'avais suivi en fait dans sa carrière et, pendant 5 ans. Et là, je lui dis, écoute, maintenant, il y a un poste qui m'intéresse, mais c'est ton poste. Et tu vas pas changer tout de suite, parce que tu le fais très bien, mais au niveau où tu es, on ne change plus de poste tous les ans. Donc, il faut que je m'en aille. Donc, voilà, je te préviens, je vais chercher un nouveau job. J'ai le temps, je te préviendrai largement à l'avance. Tout. Et puis, en août 98, je viens le voir, j'ai trouvé un nouveau job chez un de mes fournisseurs, le fournisseur d'informatique. Et je lui dis, écoute, voilà, j'ai écrit ma lettre de démission. On était mi-août. Et je dis, à toi de mettre la date de mon départ. Mais je partirai quand tu le désireras. Donc j'avais un préavis de 3 mois en tant que cadre et m'a mis 15 janvier, m'a mis 6 mois de préavis. D'accord. Et j'ai dit écoute Banco, mais par contre maintenant tous les mercredis je travaillerai dans la nouvelle boîte pour me mettre au courant, mais c'est toi qui me paieras. Mais je vais commencer à me prendre et comme ça quand j'arriverai en janvier là-bas, je serai prêt à bosser. Et donc on est parti de manière heureux, on était toujours potes parce que comme j'étais secrétaire général, je lui ai permis de fermer les comptes, de terminer les comptes de l'année, etc., sans qu'il ait de galère. Ça lui a permis de retrouver un collaborateur sans avoir de galère. Et puis mon nouvel employeur, lui, était content parce que je venais tous les mercredis, j'y bossais tous les mercredis. Pendant 6 mois, ça m'a permis de me mettre dans le bain, de rencontrer des clients, etc. Il ne me payait pas. Et puis ce n'est que en janvier que j'ai pu être totalement opérationnel. Je connaissais toutes les équipes parce que ça faisait 6 mois déjà que je les rencontrais. Tu étais légitime en plus. Voilà. Donc ça s'est très bien passé. Cette boîte-là, donc la boîte dans laquelle j'arrive en 99, se retrouve vendue. Donc c'était un particulier. À ce moment-là, j'avais déjà essayé de l'acheter, mais j'étais trop jeune, j'avais pas mis assez d'argent sur la table, donc j'ai pas pu l'acheter. Et le monsieur qui m'a embauché a vendu à un grand groupe. D'accord. Sauf que là, avec le grand groupe, ça s'est pas bien passé du tout. Nouvel actionnaire, nouvelle stratégie, ce qui est normal quand tu es un nouvel actionnaire, sauf que j'étais mandataire social. Et en 2003, je me retrouve j'étais président à ce moment-là. Je me retrouve président de la société et au sein d'un groupe, un grand groupe immobilier qui est tombé depuis, je ne donnerai pas son nom, mais il y avait une agence à Rouen, il y avait une de ces agences à Rouen, mais hyper malsain. Et un jour, je constate, en décembre 2002, je rentre de vacances en janvier 2003, début 2003,
Et le directeur financier a fait passer les opérations dans les comptes bancaires par ma comptable, pas tout à fait clean. D'accord. On m'a fait racheter des sociétés du groupe sans que je le sache. Et on m'apprend le 4 janvier 2003 que des boîtes que j'ai achetées pour une fortune, je dois les dissoudre. Donc 3 semaines après les avoir achetées. Donc là, je pète. Ils te la font un peu à l'envers sur la gestion. Complètement. D'accord, ok. Complètement. Ouais. Et donc je refuse de signer les assemblées. Enfin, ça se complique. Sérieusement, parce que là, ça devient pénal hein, pour moi. Donc oui, c'est ça. C'est toute la responsabilité pénale, bien sûr. C'est plus du tout la même chose. Donc gros conflit ouvert avec l'actionnaire. Et en septembre 2003, on décide que il faut que ça s'arrête parce que là, c'est plus possible. On ne peut pas bosser comme ça. On ne peut pas bosser ensemble parce que je suis totalement opposé à sa façon de faire dans les opérations. Et, ça a dû t'endurcir un peu quand même cette période-là, du coup, non ? Très dur. Une période très compliquée à gérer. C'est très compliqué à gérer parce que je me sentais un devoir de protéger mes collaborateurs. Mais tu es en conflit ouvert avec ton actionnaire. Tu n'es pas actionnaire, toi. Et à tel point, quand à un moment, je leur ai dit, écoutez, la seule solution, c'est que vous me fassiez partir. Donc, vous pouvez me démissionner, parce qu'un mandataire social, ça se dégage en claquant des doigts. Hein, donc, je dis, mais maintenant, il faut que vous exécutiez pour que ça puisse se faire. Moi, je ne démissionnerai pas, c'est à vous de me virer, de me faire renoncer à mon poste. Et j'ai mes collaborateurs qui se sont mis en grève pour essayer de me protéger. Et je leur ai dit, non, mais déconnez pas. En fait, en voulant me protéger, vous m'enfoncez. Parce que je suis toujours le président. Tant que je ne serai pas démissionné, tant que je ne serai pas parti, je dois continuer mes fonctions, etc. Donc, c'est super violent. C'est à l'américaine. Tu pars au bout de 4 jours de négociation. Tu pars avec ton petit carton. On te dit... tu remets tout à ton assistante qui te ramène à ta voiture. C'est pas très drôle. Mais bon. Ça peut être marrant du tout. Ouais. Et puis, suite à ça, j'ai plein de postes, plein de personnes qui me proposent de m'embaucher. Ouais, avec les mêmes conditions salariales. Je gagnais très très bien ma vie, etc. 2003, donc j'ai 37 ans. Oui, c'est ça. Et là, je me dis non, c'est le tournant de ma vie. Et ce que je viens de vivre là, d'être acheté, et de me faire virer. Parce que même si tu as choisi de partir, hein, quelque part, tu le vis mal parce que c'est un échec. Tu n'as pas réussi à convaincre ton actionnaire que tu avais la bonne stratégie, etc. Donc, il s'avère que j'avais peut-être pas tort parce que 2 ans après, la boîte avait disparu hein, quand même. Donc, d'accord. Manifestement. Et donc je dis non, je reprends pas un job de salarié. Je veux monter ma boîte. Et puis, pour me rassurer, je dis non, je vais en racheter une plutôt que d'en monter une. Et donc je me mets en chasse de trouver une boîte et je refuse tous les postes en disant non. Je veux pas de boulot, je veux me lancer, c'est le moment. Voilà, c'est le dernier moment avant la fin de ma carrière, donc c'est le moment d'y aller. Comment on rachète une boîte ? Parce que moi, je me suis... Alors, t'es déjà à Rouen, cette période-là ? Ça se passe Oui, à Rouen, j'habite déjà à Rouen. Oui. Mais je travaille à Paris, mais j'habite à Rouen. Parce que moi, à l'époque, il y a quelques années, je me suis intéressé à la reprise d'entreprise. J'ai rencontré ce que j'appelle les papis de l'école de commerce Néoma. Là, c'est 3 anciens banquiers qui ont un portefeuille de 5 boîtes à vendre et qui disent bah non, garçon, t'es pas assez riche. Bon, c'est pas les plus palpitants de ceux que j'ai rencontrés, mais du coup, je comprends. Je vois pas comment. Parce que ce qui est sur Internet, c'est trop tard. Oui, globalement, oui. Hein, tu vois. C'est ça. En fait, j'ai eu un peu de chance, c'est que dans le cadre de mes fonctions, j'avais eu à étudier le rachat d'une société. D'accord. Et que j'avais pas validé. Pas que la boîte était pas saine, la boîte était très bien. Le logiciel, c'était une boîte de logiciel informatique. Le logiciel avait été validé par mes équipes, etc. Simplement, je n'avais... moi, je travaillais à cette époque-là sur des logiciels pour des grands comptes. Et eux faisaient à l'inverse du logiciel de masse. Donc, j'avais pas d'économie d'échelle. Donc, les racheter ne m'amenait pas grand-chose. Je ne pouvais que détruire de la valeur. Donc, ça n'avait pas d'intérêt. Je n'avais pas validé de dossier dans ce cas-là. Et quand je suis parti, je me suis souvenu de cette boîte en disant, mais au fait, cette boîte-là, on l'avait validée, elle était très bien. Et peut-être que pour moi, elle pourrait être intéressante. Et du coup, je suis retourné voir les vendeurs qui m'ont dit, on est quasiment en train de signer avec un grand groupe. Et puis, je leur ai dit, écoutez, je vais y aller. Je vous fais une offre. Je regarde et je vous fais une offre.
Alors, je me fais plus simple parce que j'aurais dit faites-moi voir combien fait Le grand groupe. Le grand groupe, parce que je sentais bien qu'ils n'étaient pas motivés par les grands groupes et je regarde si je peux m'aligner. Ouais. Et je me suis aligné, mais en 2 fois, puisque j'aurais dit écoutez, je vous rachète 50% avec possibilité de racheter les autres 50% ultérieurement. Ça a été ma premier essai d'association. Donc là, c'est-à-dire que la somme totale, tu la divises en deux. Tu dis Je la divise en deux, je sur vous en tant de prends, temps. voilà, et puis je vous achète le reste dans un délai de 5 ans. Ok. Donc c'est-à-dire que pendant les 5 premières années, ils sont toujours actionnaires de la boîte du coup. Ah oui, ils travaillent dedans. Et ils récupèrent le bénéfice de ton développement alors. Tout à fait. Ok. Mais en fait, je faisais développer dans ma holding. Parce que quand tu rachètes, tu es obligé de créer une holding pour faire ton LBO. Ouais. Donc tu rachètes. Moi, je développais le nouveau développement commercial dans ma holding. Je leur achetais des produits que je revendais. Donc comme ça, je prenais ma marge. Et puis 5 ans après, je rachetais leur partie. D'accord, c'est-à-dire que ce que tu allais racheter dans 5 ans n'avait pas pris de valeur pendant ce temps-là Non. du coup. Ok. Non. Ouais. Je comprends mieux. Mais par contre, dans le protocole d'achat, c'est une petite astuce à reprendre pour ceux qui veulent racheter et qui sont dans ce genre d'opération. En fait, on fait un protocole dans lequel il est écrit que eux peuvent m'obliger à acheter au terme de 5 ans. Ouais. Et et eux s'engagent à me vendre dans un délai de 5 ans. C'est un tout petit détail, mais en fait, ça veut dire que eux, ils ne pouvaient exécuter qu'au terme des 5 ans. Oui. Alors que moi, à la date que je voulais, dans un délai de 5 ans, je pouvais racheter 100% des parts. Par anticipation, par exemple. Par anticipation. Ok. Et en fait, c'est ce qui s'est passé au bout de 14 mois. Parce que, en fait, gros problème, eux étaient vendeurs, voulaient tirer un maximum de cash et pas réinvestir. Moi, j'étais, comme dans toutes mes sociétés, j'ai toujours voulu réinvestir un maximum. Tout ce qu'on gagne, je le réinvestis pour développer l'entreprise. Et donc on se bataillait à la fin de l'année en disant lui il voulait tirer un maximum de dividendes. Moi j'en disais non, je prends juste du dividende pour payer mon LBO, mais c'est tout. Et le reste on le réinvestit. Donc différences stratégiques majeures et on se fâche et je leur dis écoutez, j'exécute et je rachète en avance les parts. La boîte quand tu la prends, c'est combien de personnes ? La boîte, quand je la prends, c'est une 18-20 personnes à peu près. 18-20 personnes avec un logiciel plutôt qui s'ouvre à la masse, c'est voilà, ce que tu disais. Ça. Et toi, tu vas transformer la boîte aussi bien en nombre de collaborateurs qu'en offre ? Non, en offre, on est resté sur la même offre, on l'a élargie, on est passé sur le territoire national alors que là, ils étaient exclusivement réservés au sud-ouest. D'accord. Donc j'installe des agences un peu partout en France et puis on développe commercialement. Donc ça, c'est en 2004, juin 2004. Et que j'achète et que je prends la main dessus. Et en 2013, quand je vends, donc 9 ans plus tard, on est 60 collaborateurs, on est numéro 3 français. Voilà. Alors, pourquoi je vends ? Parce qu'en 2013, je suis pas encore. J'ai quoi ? J'ai 40. En plus, 2013, le logiciel, une boîte de 60 personnes, effectivement, t'es pas vieux. Le coup d'après, c'est toujours un peu flippant. Tu te dis comment je peux faire quelque chose de bien. Alors, en fait, je raisonne pas à coup d'après. En fait, je mets pas en vente ma boîte. Il se trouve un 24 décembre, je m'en souviendrai longtemps. Je suis en train de me doucher avant de partir pour faire le réveillon et j'ai mon téléphone qui sonne 3 fois avec un numéro que je connais pas. Puis je me dis au bout d'un moment, 3 fois le même numéro, il y a un problème. Quand tu es en entreprise, tu es habitué à quand même être assez disponible. Alors, je suis quelqu'un en plus qui est très disponible pour ce genre de choses. Et du coup, je me dis il faut que je réponde. Il doit y avoir un problème, il faut absolument que je réponde. Je décroche et là, il y a un mec qui se présente en me disant voilà, je représente tel groupe et on a vu votre société, on veut se lancer dans ce marché-là et on est intéressé par vous racheter. Je dis oui, c'est bien, mais je ne suis pas à vendre. Je suis pas à vendre. Très bien, faites-vous plaisir, mais moi c'est mon outil de travail, c'est avec ça que je mange, je peux pas. Et le mec il insiste, et je dis écoutez, ne me saoulez pas, je pars en réveillon, on est le 24 décembre, il est 18h ou quelque chose comme ça, je dis mais je suis avec mes enfants, non franchement j'ai autre chose à faire. Et puis en plus j'enchaîne avec des vacances derrière au ski, donc je dis vous me rappelez début janvier, on va rediscuter si vous voulez, mais bon.
Milieu de mes vacances, il me fait un SMS en me disant bon, est-ce que vous avez réfléchi? Je dis non, mais attendez, ne me saoulez pas, c'est non. Donc, puis si vous insistez, ça va être non violemment, quoi. Je vais vous blacklister, lâchez-moi, quoi. Voilà. Et on se voit tout début janvier. Je lui répète que je suis pas intéressé. Il me dit oui, mais bon, c'est une question de prix. Ouais, je dis, oui, évidemment, c'est fait. C'est une question de prix, mais bon, mais enfin, sachez que je suis pas motivé, donc voilà. Et j'ai vendu le 3 mai. Donc très vite les audits, très vite le truc, et le 3 mai c'était bouclé et on vendait. Donc et donc tu te retrouves le 3 mai en me disant alors c'est ma femme qui m'a un peu poussé en me disant écoute, vends. En plus t'en as un peu marre parce que c'est vrai que ça faisait 10 ans que je faisais ça. Elle me dit t'en as un peu marre, on le verra après, mais je suis plus quelqu'un de projet, plus quelqu'un qui aime créer, etc. Mais c'est vrai que la routine a un peu tendance à m'user un peu. Et là, j'étais arrivé un peu au bout du modèle. On venait de finir le redéveloppement du nouveau logiciel. Donc voilà, j'avais moins de projets qui m'éclataient. Donc voilà. J'ai dit bon, écoute, ok, mais j'ai dit mais après, je vais faire quoi? Parce que puis tu verras bien. Et puis, tu verras ça plus tard, quoi. C'est pas trop le sujet. Donc Guylaine, ta femme, bossait avec toi déjà dans cette boîte-là? Non, elle travaille dans les autoroutes, donc ça n'a rien à voir à ce moment-là. Donc ça c'est en mai 2013. Comme tout mec qui a vendu, tu te mets, faut placer un peu ce que tu... Oui, parce que là tu prends un chèque un peu sympa quand même. Un chèque un peu sympa, et donc tu te dis il faut que je le place, je ne vais pas le laisser sur un Ce chèque, il te permet de te dire que t'as plus besoin de bosser de ta vie ou pas? Oui. Oui, sincèrement. T'es arrivé, c'est-à-dire que je peux me permettre de ne plus bosser. D'accord. Ok, tu peux faire le choix de Pierre Kosciusko que Morizet, tu fais du kitesurf toute la journée, j'en sais rien, mais t'aurais pu faire ce choix-là. Ouais. Ok. D'ailleurs, au départ, comme j'ai pas de projet spécifique, je suis plus dans une idée de je vais replacer de l'argent, c'est ce que j'essaie de faire. Et j'achète un peu d'immobilier, j'achète un terrain pour construire, et puis d'ailleurs c'est un peu comme ça que vient l'idée du coworking. Mais si tu veux suivre les créations d'entreprises, en fait, avant ça, depuis à peu près 2010, Édouard, qui est maintenant mon associé, qui est d'abord mon ami et ensuite mon associé, il a créé un club de chaînes d'entreprise pour financer du rugby féminin à Mont-Saint-Aignan. Ouais, il fallait avoir une vision quand même. Il fallait une vision. En 2010, d'accord. Voilà. Et il y a le club de rugby féminin, enfin il y a le club de rugby de Mont-Saint-Aignan, Karl Janik qui vient le voir en disant voilà, je veux créer une équipe féminine. Il n'y en a pas aujourd'hui et je voudrais qu'elle devienne une très bonne équipe, donc il me faut de l'argent. Et donc il me dit, il dit à Edouard, comment on fait Donc Edouard lui réfléchit, puis il dit, écoute, je vais essayer de créer un club d'entrepreneurs et qui vont te soutenir. Comme on a le même banquier à ce moment-là, son banquier me rappelle en me disant, tiens, il y a quelqu'un qui veut monter un club. Il en parle à son banquier, le banquier me rappelle, je rappelle Edouard. Et Edouard, par téléphone, on ne se connaît pas, et il me dit, voilà, je veux monter un club de chaîne d'entreprise. Et il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est qu'il me dit, voilà, ça va coûter 2 500 € par an, mais promis, pour ça, je ne te donnerai rien. Tu n'auras pas le droit de mettre ton nom sur le maillot, tu n'auras pas le droit... J'écoute ça me va bien, parce que c'est une promesse que je suis sûr que tu pourras tenir. On ne se connaît pas, voilà, c'est bien, c'est sincère, c'est franc. Et donc, je lui écoute, ok. Il me dit non mais il faut quand même que je vienne te voir, que je t'explique, que je te donne. Je dis non, c'est bon, je t'envoie le chèque et voilà, c'est juste par le coup de fil, j'avais confiance. D'accord. Le timbre de la voix, tu connais pas? Voilà, je connais pas du tout. Okay. Je sais pas du tout dans quel domaine il est, je sais pas ce qu'il fait, je sais rien. C'est bien amené, bien présenté. Exactement. Et voilà. Et je trouve que l'idée de créer une équipe féminine à Mont-Saint-Aignan, c'est pas du tout idiot. T'es fan de rugby toi déjà ou pas encore? Je suis pas fan du rugby du tout. T'es pas fan de rugby? Par contre, mes sociétés sont dans le sud-ouest, puisque les sociétés que je dirige à ce moment-là sont à Toulouse et à Pau. Les sièges sont à Toulouse et à Pau. Donc tu peux pas ne pas connaître. Voilà, tu peux pas ne pas connaître le rugby. Mais à ce moment-là, non, je connais même pas les règles. Donc, okay. Et puis on monte ce club et petit à petit, en 2-3 ans, on arrive à en créer un club d'une 40aine de chefs d'entreprise. Oui, c'est ça, une 40aine de chefs d'entreprise qui se motivent et qui sont
hyper fidèles les uns aux autres, et on emmène le club et on arrive à financer, je crois que les meilleures années, on a dû amener 200 000 euros par an au club de financement. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Bah, carrément, Et quand on a quitté cette association, les filles étaient en élite. Donc le top 14, si je puis dire, côté féminin. D'accord. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le début, parce qu'en fait, on recrutait que des chefs d'entreprise en leur disant, attention, vous venez, on ne fait pas de business, on est là juste pour se rencontrer, passer des bons moments ensemble, parce que là, quand on disait qu'en fait, il y avait pas de... Ils avaient le droit à rien, c'est vrai qu'il n'y avait pas de maillot, il n'y avait pas tout ça, mais par contre, en contrepartie, c'était, on organisait des déplacements, rugbystiques ou pas, pour leur faire découvrir les coulisses du rugby ou pour aller faire un week-end de chiens de traîneau. D'accord. Voilà, on leur faisait découvrir des expériences que tu ne peux pas te faire tout seul. Et il faut qu'il y ait un petit groupe pour que puisse se faire. C'est une bulle, quoi. C'est-à-dire que le chef d'entreprise qui a tête dans le guidon au quotidien, exactement. D'un coup, il a ce club, on le sort, exactement. Il a des homologues. Ouais. Et que des chefs d'entreprise, obligatoirement, en couple. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de sortie entre mecs. L'idée, c'était pas de faire des troisième mi-temps. C'était pas du tout ça. Donc, c'était en couple systématiquement. Enfin, pour ceux qui voulaient, il n'y avait pas d'obligation. Mais... Et interdiction de se faire remplacer. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire je vais envoyer mon directeur commercial à ma place. Non, c'est toi ou pas. Voilà. D'accord. Mais ça plaît. Ça marche très fort. Oui, bien sûr que c'est plaisant. Et puis un jour, sur une sortie comme ça, en 2013, Armada, on voit un bateau pendant l'Armada avec Edouard, on dit tiens, ce serait sympa ce petit bateau, il est à Saint-Malo, on pourrait le louer et se retrouver tous sur ce bateau pendant un week-end. Et donc on fait cette opération en septembre. Et donc en septembre 2013, c'est ça. Et là, on a Pierre Guéret qui nous dit, que moi je connais que par ce club, qu'on ne se connaît pas d'avant, comme Edouard, on ne se connaissait pas. Alors en 2013, ça fait 3-4 ans qu'on se voit régulièrement. En plus, avec Edouard, comme je travaillais beaucoup l'animation de ce club, donc on se voyait beaucoup. Puis on savait comment on bossait l'un l'autre. Et donc Pierre nous dit, écoutez, il y a un restaurant à vendre pas loin de chez moi, pas loin d'un de mes établissements. Est-ce que ça vous dirait qu'on le fasse ensemble ? Moi, je suis... embarqué par des problèmes de travaux dans un de ces établissements. Donc, est-ce que ça vous dit qu'on le fasse ensemble ? On lui dit, oui. Enfin, non, on demande le week-end et le lundi, on le rappelle. Ils ont dit, écoute, OK, on fait un truc à 3, on part dans un délire. Et on a créé Cancan. Je sais que vous avez interviewé là, il n'y a pas longtemps Franck. Et donc, c'est l'année. Attends, parce que toi, tu vends en 2013 ta boîte, c'est ça ? En mai 2013. Donc, tout ce que tu fais avant, entre 2010 et 2013, dans le cadre de ce club entrepreneur, c'est avec tes revenus, c'est pas encore avec la cession de ta boîte ou quoi que ce soit. Non. Puis dans ce club-là, en fait, ça ne nous coûte rien. On fait, à chaque fois qu'on fait un week-end, on dit aux gens, ça a beaucoup de temps et on refacture les coûts du déplacement. C'est quasiment une association, il n'y a pas de. Oui, c'est une assoce. C'est ça, il n'y a pas de bénéfice. Non, il n'y a pas de bénéfice, c'est juste une assoce pour que les gens se rencontrent. Ok, mais c'est là que tu rencontres. Ils soient motivés à payer la cotisation au club pour aider le rugby féminin. Ok, j'ai compris. Et donc ça, c'est Alors, juste tout à l'heure, je disais que le club, le disait, c'est de ne pas faire de business. Il y a 11 sociétés qui se sont créées. Grâce au fait que les gens ont les effets se rencontrer. 11 sociétés se sont créées. On se vend rien entre nous, par contre, les mecs s'associent en interne. Exactement. Il y a eu 11 associations différentes. C'est une fierté. Pour arriver à créer elles sont toutes vivantes encore Moi, j'en sais rien parce que je les suis pas toutes, mais j'en connais au moins 3, puisque moi, je suis dans 3, donc ces 3-là sont moins vivantes. Mais voilà, donc il y a des sociétés qui se créent et qui... comme quoi, quand tu mets des gens entre eux dans certaines circonstances et que tu fais une certaine animation pour que les gens se rencontrent et prennent le temps de se découvrir et de se rencontrer, il arrive à se passer des choses. Et ça, c'est exactement ce qu'on vit dans le coworking, ce qu'on a vécu dans le coworking après. Donc, septembre 2003, c'est à peu près la même époque, où pendant l'été, j'achète un terrain pour y faire construire un immeuble de bureau. Je demande des plans, les architectes me présentent des plans. Puis en les étudiant, je dis mais non, là il y a un truc, ça va pas, on est en train de construire un immeuble, mais je suis convaincu que moi je voulais garder cet immeuble et je me dis mais dans 10 ans, 15 ans, les jeunes ne voudront pas bosser comme ça. J'entendais mes enfants, je voyais
Donc, quand j'étais dans ma boîte d'informatique, ce que j'avais dû mettre en place pour arriver à recruter des talents, parce que quand tu es une PME d'informatique, les jeunes ingénieurs talentueux, ils préfèrent aller bosser pour Apple, Microsoft ou autre. Donc toi, tu as deux solutions. Soit tu fais un énorme chèque, mais j'en avais pas les moyens et c'est pas rentable. Soit tu arrives à les attirer en leur apportant autre chose. Donc ce que j'ai essayé de faire. Et donc j'ai dit non, mais là on me construit un immeuble, ok, c'est peut-être techniquement ce qui se construit, mais c'est à mon sens pas l'avenir. Et je savais qu'Edouard venait de commercialiser en tant que promoteur un immeuble de bureau au Havre. Et je viens lui présenter les plans. Et il me dit, bah écoute, oui, c'est classique, des petites cellules bien divisibles, machin. Je dis, ouais, mais moi, je le sens pas. Pour moi, il faut créer des immeubles avec plus de services. Je dis, toi, tu t'en fous, t'es promoteur, t'as vendu. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, si je veux le garder, ça me paraît pas pérenne sur du long terme. Je dis, bon, qu'est-ce que tu me racontes ? Et puis on commence à dire, bah, tiens, on se balade, on va visiter. Donc on part en Hollande, on part aux États-Unis, on part visiter ce qu'est le coworking, puisque je lui parle du coworking. Il me dit, bah, je ne connais pas. Et puis on visite en France ce qui se fait en mode du coworking. Mais à ce moment-là, je cherche plutôt un exploitant. C'est-à-dire que je cherche quelqu'un qui pourrait gérer mon immeuble, que je conçoive l'immeuble pour faire du coworking, et avec un exploitant qui me le gère. Parce que je n'ai pas... Mais sauf que quand je rentre en France, je découvre qu'on a ramené une idée du coworking, mais très militante, très associative, que l'idée de faire du business entre eux, c'est mal, que l'idée, c'est plus de ce qu'on disait à l'époque, il faut sortir les freelances de chez eux, de manière à ce qu'ils retrouvent de la sociabilité. Alors, c'est vrai, mais moi, j'ai convaincu qu'en les mettant en contact d'entreprises, ils allaient pouvoir faire du business aussi. Et je pensais que c'était une bonne idée pour développer du business. Apporter du bien-être aux collaborateurs et développer du business. Et puis un jour, on se dit autour des cafés, on dit, mais après tout, pourquoi on ne le ferait pas nous ? Pourquoi on ne testerait pas de tester notre concept, de le faire ? Et puis c'était parti. Donc on a dit, écoute, la première chose, on va commencer par du centre-ville, parce que c'est peut-être plus simple. Donc on s'est mis en recherche d'un immeuble. On s'est dit, on va acheter parce qu'on ne sait jamais, si jamais ça ne marche pas, on fera une opération immobilière, on s'en sortira comme on peut. T'as un backup sur l'emplacement, ouais, c'est ça. Voilà, tu te dis, bon, on ne sait jamais. Et donc, on a créé Rouen en 2015, puisqu'on a ouvert en octobre 2015. Donc, tu vois, c'est un projet qui a mis plus d'un an à mûrir, entre les visites, concevoir... les services, développer l'informatique, etc. Il faut une vision quand même, non ? Parce que le bâtiment, quand tu l'achètes avec Edouard, ça n'a rien à voir en termes de... Ah non, c'est un magasin de meubles, avec un parking, avec un hangar derrière qui est horrible. Il y a de la mezzanine dont on ne sait que faire. Tu as cette vision, toi, tu as ces capacités à faire abstraction des murs, à voir les volumes, à péter tout dans ta tête ? Je travaille dans l'immobilier. Alors, même si je ne travaillais pas en tant que constructeur, je travaille dans l'immobilier depuis tout petit maintenant. Et Edouard, lui, a conçu des maisons de retraite, a conçu des immeubles en promotion. Donc oui, on a cette facilité à se projeter en voyant un bâtiment, en imaginant très vite ce qu'on va être capable d'en faire. Alors dans le coworking, si tu n'as pas cette capacité, c'est un peu compliqué pour choisir les objets. Il faut vraiment avoir une capacité de projection. Sinon, tu payes très cher parce que tu vas prendre un objet qui est déjà finalisé, mais évidemment qui coûte beaucoup plus cher. Ouais. Et donc, ça c'était le. Et par contre, alors, dès le début, on n'a pas du tout objectif de développer. Par contre, je dis à Edouard, j'écoute. Moi, je viens du monde de l'informatique, comme j'ai dit tout à l'heure. Par contre, on automatise tout. Moi, je veux pas avoir de galère de contrôle avec des équipes qui pointent, etc. Donc, on investit informatiquement de manière totalement démesurée par rapport à la taille de notre lieu. Donc super site, super appli, super tout ce que j'ai vu dès le début. D'accord, ok. On développe beaucoup, sachant que ça n'existe pas sur le marché, donc tu dois tout développer. Et à l'époque, en 2015, quand on achète le bâtiment, c'est en avril 2015, tout le monde dit 1200 mètres carrés de coworking, c'est quoi ce truc-là ? Mais vous êtes complètement fêlés. Le plus gros coworking dormant doit faire au moins 90 mètres carrés ou 100 mètres carrés. Lui-même dit, mais ils sont complètement timbrés, 1200, ils n'arriveront jamais à remplir. Déjà que 100 mètres carrés, j'y galère, donc 1200, c'est même pas envisageable. Mais pas grave, on est convaincu de notre truc et voilà. Là, vous dites que vous êtes prêt à perdre de l'argent durablement aussi Non, jamais. J'ai jamais monté une affaire en disant je perds de l'argent durablement. Le restaurant sur lequel qu'on avait monté, on s'était projeté en disant bon, on met de l'argent,
Si ça en gagne pas, c'est pas très grave. C'est un peu une danseuse, c'est un restaurant de potes. C'est une cantine. C'est une cantine, donc si ça gagne pas d'argent, c'est pas grave. Mais par contre, je ne peux pas envisager de faire des affaires en me disant je vais perdre de l'argent toute ma vie, c'est pas grave, c'est inenvisageable pour moi. D'abord, j'en ai pas les moyens et ça me paraît déraisonnable. Voilà. Donc, non, quand on fait le projet, on a pour objectif, on sait qu'on va perdre de l'argent la première année, il n'y a pas de sujet. On est capable d'investir, mais par contre, on sait qu'on doit devenir rentable assez rapidement. Et donc, le business model est bien basé sur les cotisations, enfin les loyers et les abonnements des coworkers. Sur les abonnements des coworkers. Ok, et ça te paye tout ton foncier, tes charges, ta masse salariale. Exactement, les services, l'aménagement, les travaux, etc. Et donc ça, c'est octobre 2015. Ça démarre très fort, très vite. Et à l'époque, tu le sais tout à l'heure, je faisais les workshops. Vraiment, on était très intégrés, la communauté. C'était familial, quoi. C'était hyper familial, etc. Et donc, du coup, on arrivait à savoir combien les coworkers faisaient de business avec les autres coworkers. Et en 6 mois, on se rend compte qu'ils ont développé plus d'1 million d'euros de business entre eux. Soit en répondant à des affaires en commun, soit en se faisant travailler les uns les autres. Et on sent que la mayonnaise prend. Alors avec des côtés positifs, des côtés négatifs, comme toujours, mais globalement, la mayonnaise prend. Et donc, on dit, puisque ça prend, autant développer, quoi. Autant, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas le choix. Voilà. Et puis, avec Edouard, on dit, banco, on y va, on continue. Et puis, on se met en chasse et on ouvre, on signe le bail de Lyon pour 3200 mètres carrés. Donc là, on passe à une autre étape. On est dans une autre ville avec des loyers hyper chers. Mais attends, comment tu sources tes emplacements comme ça? Parce que Rouen, ok, t'es ici, t'es en local avec un investisseur qui est devenu un ami. T'es chez toi. Lyon, tout à fait. C'est quoi l'histoire? Alors Lyon, on appelle un broker et on lui dit, on en appelle 2 et on organise une visite pendant une journée complète, des visites de sites. On trouve 2 sites qui nous intéressent, celui dans lequel on s'est installé et un autre. Et l'autre, franchement, nous plaît bien. C'est l'ancienne prison, il y a une mémoire, il y a un truc assez sympa. Et on bosse toute la nuit avec. Donc on dit, par contre, l'agent nous dit, vous pouvez prendre ces surfaces-là, mais il y avait une partie des surfaces qui nous intéressait. Il dit, sauf que ces surfaces-là, elles sont quasiment louées. Si vous voulez faire une offre sur l'ensemble, il faut absolument répondre très vite. Et ça appartient à d'Entresangles, le groupe d'Entresangles. Norbert d'Entresangles, transporteur, qui venait de vendre sa société. Je fais une parenthèse, je l'ai complètement raté ce truc-là. Je suis écœuré parce que moi j'aime bien boursicoter, mais boursicoter sur la base de choses que je vois ou qui me plaisent quasiment comme un néophyte. Je passe ma vie sur la route et je voyais tout le temps les camions d'Entresangles. Je me disais, putain, cette boîte quand même, c'est dingue. J'ai regardé sa cotation. Je ne l'ai pas fait, j'ai pas appuyé sur le bouton et quelques semaines après j'apprends qu'elle est rachetée avec une plus-value malade mentale par les Américains. Voilà, ce petit aparté. Mais qu'est-ce que j'ai raté sur ce coup-là? Maintenant ils ont un très bel hôtel particulier dans Lyon. Et donc on travaille et donc le broker que l'on voit nous dit écoutez, je prends rendez-vous demain matin à 8h avec la famille, enfin les représentants de la famille et la famille. Et on bosse toute la nuit avec Edouard et en fait on n'arrive pas à faire un modèle économique. Le prix est trop cher, tu veux dire? Le bâtiment ne tourne pas, la façon dont le bâtiment est construit, on n'arrive pas à y mettre nos bureaux, on n'arrive pas à y mettre notre concept et donc ça colle pas. On ne peut pas faire tourner le modèle. À 7h du matin, on rappelle le lendemain matin le broker en disant écoute, on est ennuyé parce que on ne peut pas faire d'offre, on ne prendra pas. Alors il dit ok, mais comme j'ai pris rendez-vous, que j'ai mis la pression, et donc on est allé se présenter et en expliquant pourquoi on ne prendrait pas, mais on a pris, mais par contre ils ont pris du temps pour qu'on leur explique ce qu'on voulait faire, etc., de manière à partir propre, ne pas se fâcher. De toute façon, on a une habitude de ne pas se fâcher avec qui que ce soit, essayer de ne pas se fâcher avec qui que ce soit. Oui, c'est-à-dire qu'on a réservé 2 heures de votre temps de cerveau disponible, on ne va pas honorer l'offre, mais on vous dit pourquoi. Voilà. C'est quand même relativement classe. Et
Et donc, entre 7h et 8h, le début du rendez-vous, on avait rappelé la première brokeuse qui nous avait présenté l'autre immeuble en disant on voudrait revisiter, on veut faire une contre-visite avec le propriétaire parce que votre bâtiment nous plaît bien. Et là, pour le coup, le propriétaire, la veille, parce qu'on était venu pour visiter un autre étage et il nous avait emmené au bon étage tout de suite quand il avait compris notre modèle. Et l'après-midi, donc on dit, écoute, on re-regarde et on lui dit, écoutez, oui, ça nous plaît et ça nous va. Donc on prend. Et on a signé le bail 3 semaines plus tard. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, très, très vite. Ouais. Alors, on avait la confiance des banquiers parce que ça avait déjà tourné. Et autant la première fois, pour moi, ça a été hyper complexe avec les banques. Autant la deuxième fois, et depuis, ils nous suivent parce que voilà, on a montré qu'on était capable de. La première fois, vous avez dû mettre pas mal de cash sur la table, c'est ça, non, pour montrer... Ça a été l'enfer. Ouais. Ça a été. C'est quand même la première fois de ma vie où je suis arrivé pour acheter le bâtiment et l'argent, la banque n'avait pas viré l'argent sur le compte du notaire parce qu'ils ne savaient pas encore s'ils allaient le faire, quoi. Donc, ça a été très, très, très compliqué. Tu t'es pris... T'as un notaire de confiance avec qui tu fais toutes tes opérations ? Ouais. D'accord, okay. Que j'ai rencontré dans le club des chefs d'entreprise. D'accord, de tout à l'heure. Okay. C'est marrant. Non, j'ai un notaire. Enfin, on a un notaire qui fait toutes nos opérations. Okay. Donc Lyon, juin, on signe et on a ouvert le 15 octobre à peu près 2016, donc un an après l'ouverture, à quelques jours près, un an après l'ouverture de Rouen. Ces bâtiments, parce que c'est quand même des sommes, je ne sais pas si on peut en parler, mais c'est des sommes costauds quand même, parce que c'est un placement. Là, on parle de l'immeuble d'André Citroën dans Lyon, donc c'est pas neutre. C'est des engagements de l'ordre de à peu près 10 à 12 millions d'euros sur chaque opération, en engagement. En engagement, et en trésor, c'est une crame 2 millions à peu près. Wow. Et il y a de la négo sur un bien comme ça, c'est-à-dire que tu peux dire ton bien il me va bien, mais je sais pas, comme pour une baraque, je te oui, il y a de la négo. Il y a des négos, faut pas. C'est de la négo, mais c'est pas comme une négo d'achat d'une maison. Je peux pas te donner tous les détails d'une négo de ce type-là, parce que c'est des négos qui prennent du temps. Pour donner l'ordre d'idée, l'immeuble de André Citroën a été mis en vente quelques années après à 120 millions d'euros. Il a été acheté 150 millions d'euros. C'est-à-dire que tu n'es pas dans une négo dans le sens que tu penses. Okay. C'est que souvent, les gens se battent pour l'avoir et sont prêts à mettre des sommes qui sont déraisonnables. Okay. En fait, quand tu signes un bail comme ça, la complexité que l'on a, c'est qu'on est une petite boîte. Alors, c'est aujourd'hui plus facile qu'à l'époque. Mais face à... Je te disais tout à l'heure, c'est des engagements de l'ordre de 10 millions d'euros sur lesquels on s'engage. Donc, le propriétaire qui est en face de toi, quand il te regarde, il doit se poser la question de savoir si tu vas être capable de lui payer les 10 millions d'euros prévus. Ok. Quand tu lui expliques que la boîte, tu l'as créée en octobre 2015, là, je parle de la suite juin 2016, que tu n'as pas de bilan à lui fournir et puis que tu vas être en paume, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Donc les premiers bâtiments, ils sont très compliqués à sortir. Surtout quand tu cherches quelque chose d'un peu exceptionnel comme ce qu'on peut chercher. Ouais, qui est la marque de fabrique de Nao, voilà. Bien sûr. Quand on va à Lille, on a pris le Palais de la Bourse. Donc là, on a face à nous une chambre de commerce qui est propriétaire. Et donc, ils ont décidé de louer, mais ils ne savent pas trop comment. C'est pas leur métier, donc ils ne savent pas trop comment ils doivent nous fournir les locaux. Ils ne savent pas trop faire les travaux. C'est du droit public, il faut le passer en droit privé, donc il faut déjà convertir un tas de choses. Donc là, tu mélanges des AOT avec du bail. Enfin bon, ça devient compliqué. Quand tu es à Marseille sur un bâtiment qui est totalement à reconstruire, il fait 60 mètres de long, il faut le percer sur 5 étages pour créer un patio intérieur. Enfin, on est sur le Vieux-Port, c'est hyper lourd. Et là, tu as un propriétaire qui a, face à nous, on a le conseil régional qui veut créer un musée. Donc, il faut que tu arrives à convaincre le propriétaire que nous, les deux petits privés de Rouen, on va être aussi efficace à lui payer son loyer que le conseil régional, mais que par contre, son immeuble prendra de la valeur en venant chez nous par rapport à s'il fait un musée. Il faut se battre pour y arriver. D'accord, oui, c'est ça. C'est que toi, tu avais rajouté aussi, c'est ça. C'est non seulement l'exécution du lieu de ce que tu en fais, mais c'est aussi la gueule qui va avoir, la valeur qu'il prend, bien sûr. Et la valeur que va prendre l'immeuble grâce à nous.
Quand on arrive à Bordeaux, on visite des immeubles à Bordeaux. Les brokers nous font visiter tout un tas de sites. Alors, à Bordeaux, actuellement, enfin depuis quelques années, tu as 2 sites qui se développent. C'est l'arrière de la gare et suite à l'arrivée du TGV, il y a tout un tas de bâtiments qui se construisent plus magnifiques les uns que les autres. Et puis ce qu'on appelle le bassin à flot, qui est pas loin du musée du vin. On les visite. Nous, c'est pas du tout notre cam, ce type d'immeuble, donc ça nous allait pas. Et puis on passe avec sur cette opération-là, on avait un broker qui nous représentait et il y avait un autre broker qui nous faisait visiter. Et puis on passe devant un immeuble de parking qui était vide et on dit à un broker local, on lui dit, vous voyez, nous typiquement, l'immeuble qui nous dirait, c'est ça. Vous voyez, là, vous avez un immeuble de parking, il est vide, il n'y a quasiment personne de garé. Peut-être que le propriétaire, ce serait plus intelligent pour lui d'aller le convertir en bureau et nous, on pourrait s'installer là-dedans. Et donc là, la broker a retrouvé le propriétaire qu'elle connaissait, en disant, voilà, j'ai quelqu'un qui pourrait, là, le parking, il galère manifestement, donc... ils ont convaincu la propriétaire. Ensuite, les propriétaires, on les a rencontrés. Il a fallu les convaincre. C'était déjà un petit peu plus facile parce que on avait Lyon à leur faire voir, on avait Lille, donc on avait d'autres choses à leur faire voir en disant, vous voyez, on est capable de faire ça. Et là, il dit, c'est pas idiot leur truc, on leur présente notre business plan. Et puis, tu arrives à les convaincre. Donc, tu as 1 an de négo. Mais ta négo, c'est tant une négo commerciale qu'une négo de confiance. Typiquement sur ce bâtiment à Bordeaux, au final, on s'est retrouvé avec un Big Five face à nous pour prendre à bail et on s'est retrouvé avec le leader du coworking ou du centre d'affaires mondial face à nous. Il faut arriver à convaincre qu'ils sont mieux de nous louer à nous plutôt qu'à eux parce qu'on va amener quelque chose de plus à leur immeuble que les autres n'amèneront pas et pourquoi c'est plus intéressant. C'est pour ça que c'est pas une négo simplement de dire j'achète une maison puis vous me faites une remise. C'est bien plus complexe que ça. Qu'ils te choisissent comme... Pourquoi voilà. Alors, quand demain on sera leader mondial, pourquoi pas, ça sera plus facile. C'est l'ambition. Ça, je savais pas. Mais on en est très très loin et on le sera jamais. Ok, donc ouais, il y a ça, parce que ces emplacements de dingue. Alors, et puis c'est pareil, il y a un truc quand même, c'est que tu vas être sacré équipé en... T'as une équipe d'archi de confiance avec qui... Alors, on a des archis qui sont dans le coworking, qui nous font tout ce qui est dessin technique. En revanche, on ne confie à personne tout ce qui est création des locaux, la façon de concevoir, la façon où il faut placer telle activité ou telle activité. Ça, c'est toujours Édouard et moi qui le faisons. C'est intéressant ça. Alors, on a formé maintenant Maxime qui a pris la direction générale. On est en train de former dans le cadre de Now Connected, parce qu'on recrute énormément, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, on a créé une nouvelle activité qui s'appelle Now Connected. Ouais, on va en parler. Et donc là, on forme du personnel, mais globalement, c'est quand même toujours nous qui sommes à la manœuvre, qui regardons les plans. Okay. Et les architectes sont là plutôt pour tout ce qui est la partie technique, tout ce qui est... quand on leur dit, par exemple, là récemment, on était sur un projet, j'ai pas le droit de le dire parce que c'est pas signé, ça va être signé cette semaine. Okay. Mais on est face au périph' parisien, c'est-à-dire qu'on a tout un côté des fenêtres qui donnent sur le tablier du périph' parisien. C'est pas super vendeur, quoi. C'est pas glamour. Donc aujourd'hui, les gens qui occupaient le locaux avaient mis des feuilles blanches avec du scotch. C'est une façon, et on a trouvé qu'il faudrait qu'on fasse autre chose. Et donc là, on leur a parlé d'un mur habité, etc. Et donc on nous leur donne l'idée de ce qu'on voit, de ce qu'on imagine, et après les archis, nous les conçoivent avec le problème de masse, de transfert de charge, tout ça. Exactement, toute la sécurité. Le fluide, les conneries. Voilà. Ouais. Donc eux s'occupent de toute cette partie-là technique qu'on maîtrise pas suffisamment. Mais la conception de l'espace, c'est... Mais la conception de l'espace, ça reste nous. Génial, ça. Ouais, parce que c'est important. Alors on est sollicité en permanence par plein de sociétés qui nous disent on a fait plein de coworking, on a fait plein de bureaux. Ouais, mais vous n'avez jamais fait les nôtres. Et nous, on a un modèle si c'est votre kiff à tous les deux, faut pas mais on va même plus loin que ça, parce que alors c'est vrai depuis Marseille, ça sera encore plus vrai à Bordeaux, puisque maintenant on design nos propres mobiliers. Nos fauteuils de bureau, maintenant, ont été designés par des coworkers d'ici. Alors ça, c'est plutôt la tasse de thé d'Edouard. Donc c'est Edouard qui a créé, qui a inventé le modèle. Et donc maintenant, on fabrique nos propres fauteuils de bureau.
C'est fabriqué à La Rochelle. On a acheté nos moules pour faire des mousses qui nous sont spécifiques. D'accord. Ensuite, c'est tapissé par une boîte rouennaise. Et ensuite, ça est monté sur place, c'est monté à La Rochelle. Mais voilà, on a nos propres maintenant modules. Pareil pour tout ce qui est mobilier de bureau, table de bureau. Et donc, maintenant, on fait nos propres moquettes avec un artiste rouennais. Donc, les premières vont être installées à Paris là, dans le premier trimestre. Mais on essaye d'aller de plus en plus loin dans la conception et de manière à ce que tous nos établissements, tu peux visiter chacun de nos établissements, ils sont tous différents, mais tu retrouveras toujours l'âme de Nao et tu sais que tu visites un immeuble Nao, même s'ils n'ont rien à voir les uns des autres, puisqu'on s'adapte toujours au bâtiment. Et du fait que tout ça sorte à chaque fois de votre créa à deux, quoi. C'est une signature, ok. Donc, oui, on conçoit tout, on considère que ça fait partie de notre travail, de notre valeur ajoutée que de faire ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour commander à un archi ou un archi d'intérieur de nous faire des plans et puis de les apposer et puis de dire bon, on verra bien ce que ça donne, quoi. Non, ok. Nao, au tout début, ça commence, vous êtes 2 associés, on est en 2015. 2015. Aujourd'hui, on est en 2020. Il y a bientôt 5 lieux qui seront en tout cas sur le site internet et puis en vrai dans la vraie vie. C'est combien de personnes dans l'équipe Nao c'est pas moi qui gère le personnel, donc en gros à peu près. En gros, aujourd'hui, on doit être avec Nao Connected, on est à plus de 20 personnes. Plus de 20 personnes. Mais là, on s'est mis en recrutement, à recruter pas mal. On a recruté 4 personnes qui sont arrivées début septembre, et là, on va rentrer dans un rythme où on va recruter pas loin de 4 personnes par mois, quelque chose comme ça. D'accord. Alors j'avais vu dans les premières embauches, il fallait forcément un peu de comment on appelle ça, de conciergerie, c'est-à-dire des gens qui accueillent, qui donnent les cartes, les animateurs. quand il y avait des cartes, parce que les cartes sont dématérialisées, j'imagine. Non, on a toujours t'as gardé les cartes, ok. J'avais vu un post, je crois que c'est Ludivine Bunel qui fait le gros hacking. Tout à fait. D'ailleurs, c'était un des premiers posts de gros hacking que j'ai vu sur la région d'Orange. Je dis putain, ils sont quand même bien réveillés, les mecs. Donc on a Ludivine qui s'occupe de ça, qui est toujours chez nous. On a très peu de turnover, les gens partent pas, donc ça doit plutôt être bon signe. C'est familial, on se sent bien. On a donc sur chaque site, alors ici on a une personne qui est Vanessa, et après sur les autres sites on a un responsable et 2 community builders. Qu'est-ce que tu appelles un community builder? C'est les gens qui s'occupent. En fait, nos équipes sur place, on leur enlève toute la partie administrative. Ils ont très très peu d'administratif à faire. Leur travail, c'est de connaître les coworkers et de les mettre en relation les uns des autres et animer les sites. Ok, ils connaissent tous les prénoms. Ils connaissent tout le monde, tous les prénoms. Mais au-delà de ça, ils savent que toi, tu es dans tel domaine et que tu es intéressé en ce moment. Je sais pas, là, je vais t'en prendre un cas à Marseille. Il y a une start-up qui était ils font des appareils de mesure pour être plus efficaces dans la consommation d'eau pour les agriculteurs quand ils arrosent leurs champs. Ils ont levé des fonds, ils avaient besoin d'autres équipes pour faire de la com et des choses comme ça qu'ils n'avaient pas en interne. Et nos équipes les ont mis en relation en disant tiens, vous pouvez travailler avec un tel ou travailler avec un tel, et ça les fait bosser entre eux. Donc ton community builder, il fait ça, il anime son lieu. Il anime son lieu, il connaît ses équipes, et il va créer, donc en centrale, au niveau de la direction générale et au niveau de Ludivine, ils vont dire voilà, on fait un programme d'animation mensuel. Donc il y a un programme qui va être le sport, la détox, un tas de trucs. Et ensuite, localement, chaque site, les responsables doivent reprendre cette idée générale et dire moi, avec les clients que j'ai, il faut que je fasse tel type d'animation ou tel type d'animation. D'accord, je prends l'idée, le concept et je le customise à mon lieu. Exactement. Ok. Exactement. Mais par exemple, à Marseille, cet été, ils ont fait 2 sorties bateaux. Ils partent à 20 dans des bateaux. Ils vont se promener, ils vont faire un after-work. Mais tu es à Marseille, donc tu prends des bateaux et tu vas sur les îles du Frioul faire ton after-work. C'est beaucoup plus compliqué à Lille de faire ça. oui, mathématiquement. Aujourd'hui, donc 5 ans plus tard, Nao, avec ces emplacements, j'imagine il y a des traites d'intérêt d'emprunt de malades mentaux, forcément, vu ce que tu as annoncé. Tout ça, c'est rentable. C'est-à-dire que grâce à ce que vous cotisez, ce que vous recevez de cotisation tous les mois de loyer, sachant qu'en plus, on n'a pas de 369 chez vous en termes de bail. Ah non, t'as pas de frais. On est les seuls à faire ça sur le marché. T'as pas de frais de dossier pour rentrer. Ouais. T'as pas de dépôt de garantie à verser. Voilà. Et t'as aucun engagement. Tu n'es qu'engagé que pour le mois. Tu te barres quand tu veux.
tu te barres chaque fin de mois si tu veux. Mais tu peux même nous prévenir que le 31, tu n'as pas de préavis. Donc tu retiens 31 les du gens mois, tu juste dis- parce qu'ils se sentent bien, pas parce qu'ils ont Exactement. un fil à la patte de nulle part. Quoi. Exactement. Ouais, c'est quand même beau. Tout le concept, c'est de ça, c'est de dire, si vous restez... Quand on a ouvert Lyon la première fois, c'est juste une petite anecdote, mais qui est intéressante aussi pour les chaînes d'entreprise. Quand on a ouvert Lyon, j'ai fait une bêtise. 3000 mètres carrés, j'avais la trouille que ça ne se remplisse pas. Et on a cassé les prix. Mais vraiment cassé les prix. Tiens, j'avais fait du moins 50. Je crois qu'il y a eu, pour ceux qui se sont inscrits très tôt, on a dû faire moins 50 pendant un an. Bilan de l'opération, en un an, j'ai dû rechanger toute ma communauté. Je n'ai pas réussi à créer de communauté et il a fallu que je remplisse. En fait, les gens n'étaient venus que pour le prix. D'accord. Il y avait un prix, ils avaient des locaux super chouettes pour un prix dérisoire. Donc c'était ça qui les avait fait venir. Bilan de l'opération, au bout d'un an, les gens se sont barrés parce que en fait, ils n'étaient pas prêts à payer le prix. Et pendant l'année où ils sont restés, ils n'ont pas voulu se lier à une communauté. Ils savaient très bien qu'ils allaient se barrer. Donc je me suis complètement raté. Depuis, on ne le fait plus. Depuis, les prix chez Nao ne sont pas négociables. C'est un peu comme un iPhone. C'est pas la peine d'attendre la promo. Ouais, bien sûr. Tu n'en auras pas. Par contre, quand tu achètes une autre marque, souvent, tu attends la promo parce que tu sais qu'il y aura un moins 20, un moins 30, un moins 40 à un moment donné. Chez nous, il n'y a pas ça. Ouais, là, il y a quand même une vision de mec qui a exécuté, enfin de deux mecs qui ont exécuté. C'est-à-dire que vous avez quand même le background pour savoir toutes ces règles de gestion que vous mettez, de cette intelligence. C'est pas un môme de 20 ans qui la trouve, ça. C'est pas le problème du môme de 20 ans, c'est un problème d'expérience, c'est un problème de vécu. Voilà, c'est ça. C'est plus le vécu qui fait que tu évites certaines erreurs. Bah oui. On a tous un peu tendance à ne pas, écouter les anciens. Et souvent, les anciens ont quand même des bonnes réactions. Bah oui. Alors, il faut voir aussi qu'on n'est pas... Autant la gestion de notre boîte est en mode start-up, en termes d'animation de la boîte, en termes de confiance, en termes d'agilité, etc. Autant on n'est pas du tout en mode start-up dans le sens dire que nous, la priorité, c'est la boîte doit être rentable. On doit trouver un équilibre à la boîte, on doit rentabiliser la boîte. C'est de base. Quoi. Comme on ne lève pas de fonds et qu'on ne cherche pas à lever des fonds, il n'y a pas le choix. Ouais, bien sûr. Si on ouvre un peu sur Nao Connected, tu m'en as parlé déjà à 2 reprises. Alors, Nao Connected, ça vient de... Donc, Nao Coworking, comme je te l'expliquais tout à l'heure, ça a vocation à ouvrir dans 10 grandes villes. On est en négociation à Nantes, à Rennes, on cherche à Strasbourg, à Montpellier, à Toulouse, à Nice. Paris, un peu plus compliqué. Les prix parisiens, c'est très compliqué d'avoir un modèle économique. Il faut des circonstances particulières pour arriver à trouver un modèle économique viable. Et donc, on était très sollicité par les villes, par d'autres personnes qui voulaient monter un espace de coworking. Ils disaient, est-ce que vous ne feriez pas une franchise ? Alors, on leur dit non, écoutez, franchise, nous, ce n'est pas notre truc. D'abord, parce que c'est un autre métier, parce que tu passes dans le monde de la formation, etc. Et ce n'est pas notre truc. Et en plus, on pense avec Édouard que on est dans un monde de service, on est dans quelque chose du service, et on veut absolument avoir la main sur la personne pour pouvoir dire, voilà, le service, il se rend comme ça. Et s'il faut à un moment taper du poing sur la table en disant non mais attends, tu fais pas bien, il faut qu'on puisse le faire. Or, codifier un service dans le domaine de la franchise, c'est quand même un peu plus compliqué. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas dans ce domaine-là. Mais bon, à force d'être sollicité comme ça, pendant l'été 2018, on se dit, Nao Coworking, ça progresse, mais vu la complexité pour trouver des locaux, tout ça, c'est pas simple. Et donc, on se dit, tiens, ça serait pas mal de faire un peu autrement et de gérer pour compte de tiers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent, on leur dit, écoutez, ok, ça reste votre fonds de commerce, ça reste votre truc, simplement nous, on vous met les outils pour gérer le bien et on le gère pour vous. Mais par contre, c'est à vous. Donc, nous, on prend des honoraires pour gérer, mais par contre, après, tout est pour vous. D'accord, c'est eux qui sortent l'argent. C'est eux qui payent les travaux, sous nos conseils. C'est nous qui les conseillons. Mais tu continues de concevoir, du coup. On conçoit, on fait tout. Jusqu'au mobilier. On fournit le mobilier, on fournit tous les outils informatiques, on fournit tout, on encaisse. D'accord, c'est juste plus vos holdings qui prennent l'emprunt. Exactement. Okay. C'est plus nos holdings qui prennent le bail. On gère pour compte d'eux. Tu as un bâtiment et tu dis, tiens, j'aimerais bien qu'il me rapporte plus que simplement un loyer.
où c'est plus facile pour moi. Enfin, il y a plein de cas qui peuvent être intéressants. Alors pour comprendre, tu vends deux choses à ton investisseur du coup dans ce concept-là. C'est j'imagine une forme de rentabilité, parce que si tu exploites, il va être associé à l'exploitation. Tu donnes Tout à quelque fait. chose, ouais, Ah oui, d'accord. oui, 100%. Il touche 100% du revenu, moins mes honoraires. Parfait, donc effectivement ça j'imagine que ça va être plutôt sympa. Et Mhm. deuxième chose, en plus tu lui vends la plus-value du bâtiment, c'est ça aussi, c'est de dire bah tiens, si tu me le confies, moi j'en fais quelque chose de chouette pour toi, Mhm. et potentiellement tu fais un multiple ou un... Alors, je vais te donner 2-3 chiffres. Par exemple, en immobilier de bureau, on considère qu'un locataire part tous les 6 ans environ. D'accord. D'accord, c'est la règle. C'est la règle, ok, Enfin, ouais. c'est la moyenne, c'est pas une règle, c'est une moyenne. Hmm. Quand il part, il faut que tu considères que tu vas perdre à peu près la valeur de 18 mois de loyer. D'accord. Pourquoi ? C'est que tu vas payer des honoraires à un broker pour retrouver un nouveau locataire. Ouais. Que entre la date de départ de ton précédent locataire et la date d'arrivée du nouveau, Il y a un battement, tu as un battement de quelques temps, mais souvent pas loin de 6 mois. Hein. quand même. Et ensuite, le nouveau qui va arriver va te demander une franchise. Donc c'est une période pendant laquelle il ne paiera pas de loyer. D'accord. Et en plus, tu as des travaux de remise à propre à faire. Donc globalement, c'est à peu près 18 mois de loyer de perdu. Ok, tous les 6 ans. Tous les 6 ans. Donc si tu vends 200 € de loyer, si tu fais ta petite règle, tu verras que ça fera 20%. En fait, si tu le lisses sur 20 ans, en fait, c'est pas 200 sur 20 ans que tu touches, mais c'est 160. Ok. Ça Ok. te coûte, lisser la perte, c'est 20% Quand tu lises la d'avance. Ok. base, c'est 20%. Tu as un risque d'impayé en immobilier de bureau qui est plus importante qu'en immobilier d'habitation. En habitation, on tourne autour de 2,5. Dans le bureau, tu es autour de 6,5. D'accord. En plus, si tu te projettes sur 20 ans, il faut que tu imagines que si tu as plein de locataires, tu vas perdre à peu près 6,5% du montant de tes loyers que tu ne Et récupéreras jamais. puis, moi je le constate à toute petite échelle ici, mais tu as des zones glamour ou pas. Moi je suis à La Vatine en ce moment depuis des années, ça se vide au profit d'Isnoville. Voilà, Qui se videra au profit de je sais d'un pas autre. laquelle. Tout à fait. Ok. Donc, c'est important parce qu'une fois que tu as installé un espace de coworking, Hmm. comme on peut le proposer pour certains propriétaires, ils savent que nous, on peut être là pour 25 ans. Hmm. Du coup, au lieu d'avoir les 200, si je reprends Ouais, bien 200 sûr. comme chiffre, Hmm. lui, dans son montage financier, il a pris en compte qu'en fait, c'est pas 200 qu'il touchera sur 20 ans pour rembourser ses 160. Mais en fait, là, moi, je vais pas lui amener 200, mais je vais sûrement lui amener 220 ou 230. Mais en plus, je lui donne pendant 20 ans. Hmm. Bien Donc, sûr. c'est nettement... Ok, je comprends mieux. Voilà. Ok. C'est un effet qui est assez efficace. Bah oui, forcément, oui. C'est... Voilà. Et donc, la problématique que j'avais quand on a... Donc ça, c'était en 2018. On pense à ça avec Édouard, le temps de monter quelques trucs, dessiner, modéliser, trouver comment on pouvait faire contractuellement. On arrive en mars 2019 à peu près. Et puis à ce moment-là, on commence à en parler autour de nous. Et puis, dans le cadre de mes démarches de prospection, tu vois, pour teaser un peu le marché, j'appelle BNP Paribas Real Estate, la branche service immobilier du groupe BNP. Et je leur explique ben voilà, ce qu'on veut faire, etc. Et là, ils me disent attendez, on est en train de faire la même chose. On est en train de monter le truc. Ouais, attendez, c'est con, parce que autant vous êtes super compétent en service immobilier, mais le coworking, vous ne connaissez pas. Enfin, vous allez mettre... moi, ça fait 5 ans que je bosse sur le sujet. J'ai des modèles, on a tout un tas de choses de faites. Peut-être aussi intelligent de le faire ensemble. Parce que par contre, ce que j'avais constaté, moi, de l'autre côté, c'est que quand j'allais voir des grandes entreprises, des grandes foncières, ils me disaient, ouais, mais là, si je fais des travaux et qu'on est parti pour 25 ans ensemble, vous êtes deux privés, vu votre âge, vous n'allez pas faire 25 ans. Je vais me retrouver avec qui, moi, dans quelques temps, là, quand vous allez passer, vous allez être trop vieux, vous allez vouloir arrêter. Enfin, je peux pas engager ma boîte pendant 25 ans avec... Donc du coup, ça tilte dans ma tête. C'est peut-être intéressant pour nous d'être associés à un groupe comme le MP parce que ça amène une sérénité, ça amène une pérennité longue durée. Et du coup, après, on a bossé ensemble et puis on a signé là cet été. On a fait une JV ensemble. Joint venture, hein, c'est ça? Une joint venture dans lequel Nao Coworking a le contrôle puisqu'on est majoritaire. Tu as plus de 50% du coup. Et on a la présidence de la société. Et par contre, on développe ensemble. Mais alors, du coup,
ça nous donne une puissance, puisque d'un côté, tu as la pérennité d'un groupe comme BNP Immobilier, BNP Real Estate. La marque BNP, bien sûr. Donc, qui donne la pérennité pour tes clients, qui donne la capacité à faire. Là, on travaille sur un projet où le client voudrait qu'on puisse l'accompagner au niveau européen. Moi, tout seul, je suis incapable de le faire. En revanche, BNP nous dit moi, j'ai pas de problème. On a des équipes partout en Europe. On va créer des structures. Enfin, on va monter ça. Pour eux, c'est pas un problème. Dès que tu as la moindre question juridique, dès que tu as la moindre complexité, ils ont toujours quelqu'un de compétent dans le domaine. Donc, ça, c'est une sécurité très forte. Et puis nous, ils sont rassurés parce qu'on est capable de leur faire voir tout ce qu'on a déjà développé. On peut leur faire visiter tous nos clients. Tu sais, quand tu achètes une voiture, tu aimes bien voir la voiture. Tu aimes bien la toucher, monter dedans. Voilà, c'est un peu le même principe. C'est le mec qui veut installer un coworking dans son bureau, il aime bien venir voir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et donc aujourd'hui, on travaille. Là, on va signer un club de foot pour gérer des tribunes dans leurs locaux. On gère des sièges sociaux d'entreprise. Et donc là, dans ce qui est déjà signé, on ouvre 4 sites à Paris sur le premier trimestre, dont quasiment 3 au 1er janvier. On en ouvre un à Lille. C'est monstrueux. Vous êtes toujours à la conception là avec Edouard Alors non, mais là maintenant on a embauché, parce que là on a embauché, il y a 4 personnes qui sont arrivées le 1er septembre, je l'ai dit tout à l'heure, et puis il y avait d'autres personnes qui d'autres personnes qui vous aident dans la conception. Voilà. Et donc là maintenant on les forme à notre façon et de travailler, notre vision, les modèles économiques, etc. Et donc ils se mettent à nos processus de recrutement, nos process de commercialisation, mais tout ça, comme on a toujours, Sweater et moi, on avait déjà dans nos anciennes sociétés, on gérait à distance beaucoup d'entreprises, et donc du coup, on a toujours tout fait pour que tout soit modélisé et tout puisse être dupliqué. Je me souviens quand on avait créé Lyon, à partir d'ici, les coworkers de Rouen nous disaient, mais ici ça marche parce que c'est vous, parce que vous êtes là. Parce que vous incarnez le truc. Mais quand vous allez être à Lyon, ça ne marchera pas. Et puis non, parce que en fait, justement, l'idée, c'est que ça ne soit pas nous, même si on est très visible sur les réseaux, etc. Parce que ça, c'est le divine qui dit il faut que ça soit incarné par vous, etc. Mais dans les faits, ceux qui opèrent, ce n'est pas nous. Et nos équipes, il y a des courroies de transmission, il y a des délégations qui font que ça tourne sans Edouard et Pascal. Vous pouvez ne pas être là pendant 10 jours, ça continue de tourner. On peut même ne pas être là pendant 2 mois et ce n'est pas un problème. D'accord. Ça tournera. Et parce que le modèle est duplicable, parce que le modèle est rigoureux. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, j'avais appris ça chez AXA, c'est pense globalement et agis localement. Et c'est exactement ça. Il y a des traceurs qui ne peuvent pas être modifiés parce que ces traceurs sont définis en centrale. En revanche, en local, c'est à eux d'adapter le traceur parce qu'un client marseillais ne se traite pas comme un client lillois. Chacun a son petit caractère parce que le site de Rouen n'est pas le site de Bordeaux et que chacun doit réinterpréter localement la politique de la maison. Grande guideline centrale. Okay. Et on n'a pas le droit d'en sortir. Okay. En revanche, on les adapte et on les met en application localement. Ok. Ouais. Donc c'est quand même vachement cadré en fait. C'est la liberté cadrée, quoi. Et après, tu as tous les programmes de contrôle qui sont faits sur le suivi, de remplissage, tout ça. Les équipes, par contre, les équipes n'ont pas de pouvoir de négociation des prix, n'ont pas... elles achètent, elles ont tout pouvoir pour acheter localement. Mais par contre, il y a un contrôle qui fait que la direction générale de la compta d'ici, c'est exactement ce que chacun a dépensé, même s'ils ont un budget global. Mais après, quand ils dépensent, c'est remonté en automatique et on sait exactement. Tu as mutualisé tout ce qui était admin, compta, ça, du coup, pour admin, compta, ce qu'on dit à nos équipes, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'administratif local. Donc, tout l'administratif est fait en centrale. Mais pour donner une idée, jusqu'à l'année dernière, Jenny, elle faisait 2 jours par semaine. On n'a pas d'expert comptable et Jenny, notre comptable, travaillait 2 jours par semaine sur la comptabilité de Nao, qui l'année dernière a dû faire 3,5 millions de chiffre d'affaires. Donc, on a avec 2000 clients. D'accord. Donc, c'est très automatisé depuis le début, quoi. Donc, ça nous évite. Et puis après, tout ce qui est prospection, c'est côté Ludivine, qui s'occupe de la prospection. Et après, tout ce qui est commercial, visite, c'est uniquement localement. C'est-à-dire que, typiquement, ce qui va être mesuré localement, c'est leur capacité à transformer des rendez-vous en clients. Okay. Mais par contre, je vais pas le nombre de visites qu'on arrive à avoir par site, la responsabilité de ça, c'est Ludivine. D'accord. Toi, tu es sur le taux de transfo.
les équipes locales sont sur le taux de transfo. D'accord, oui, c'est ça. Les équipes locales sur le taux de transfo. Et d'accord, ok, j'ai compris. Et Ludivine, elle, comment elle prospecte? Beaucoup par le digital, toujours, c'est Tout ça? gère digital. Tout digital. Exclusivement digital. Bouche à oreille, 90% de nos clients viennent par le bouche à oreille. Ouais, d'accord, ouais, c'est top. 90%. C'est la satisfaction de nos clients qui nous permet de vendre. C'est génial quand même. C'est quand même génial. Moi, je suis dans un métier qui est très différent. On se digitalise au fur et à mesure parce que c'est normal, mais bref. Ok. Alors là, j'ai un bon état des lieux de l'esprit Now. C'est quoi votre vision alors, je sais pas si on peut se projeter dans le temps parce que ça devient compliqué de se projeter à 5, 10, 20 ans, mais rien que 5 ans, c'est de la science-fiction. Le Covid, enfin, je veux dire, tout est changeant. Mais c'est quoi votre vision, quand même, s'il y en a une, et à quelle échelle, à tous les deux, à Edouard et toi? Alors, sur Now Connected, c'est d'essayer de démocratiser la gestion des espaces flexibles. Ouais. Donc, on a un business plan, comme toute boîte qui se respecte sur Now Connected. L'idée, sur 5 ans, c'est de faire 75 sites. Donc, d'accord. C'est quand même chiffré, précis, on sait où on va, quoi. Sur la France, on veut développer 75 sites. Et on va y être, puisqu'on a déjà quasiment ça dans les tuyaux en études. D'accord. Donc, si on en signe ne serait-ce qu'un sur deux, d'ici 5 ans, on y sera largement. C'est ça ton ratio, c'est 1 sur 2 à peu près? Ouais, à peu près. Ok. Ouais, à peu près. Tu as pas mal de projets qui sont abandonnés au final par les clients. Ouais. Donc, je dirais 1 sur 2. Un sur deux. Je suis encore un peu trop jeune pour que je puisse en dire que c'est une stat, mais voilà, quand on en signe 1 sur 2, c'est bien généralement. Donc il te faut entre 150 et 200 targets pour faire tes 75. Exactement, Ok. tout à fait. Donc sur 5 ans, sachant qu'on est déjà à 75 aujourd'hui, pour une boîte créée au mois de juillet, ça devrait le faire. Pas mal. Et sur Nao, alors Edouard et moi, l'idée c'est d'en faire 10 sites en France rapidement, mais Maxime qui a pris la direction générale au 1er juillet, lui il n'a pas encore ses 25 ans. Il parle anglais beaucoup mieux que nous et lui a une vision à essayer peut-être d'aller chercher l'Europe un peu plus vite. Donc on l'accompagnera sûrement s'il a envie et que le marché est porteur et qu'il nous démontre que c'est faisable, on l'accompagnera peut-être en Europe. Donc oui, Now Coworking pourrait avoir vocation à se développer au niveau européen. D'accord. Cet esprit entrepreneurial de confiance dont tu nous as parlé avec Franck pour Cancan, dont tu nous parles là aussi avec Maxime, parce que il prend la direction générale, mais il est quand même baqué. Vous êtes là, prêt à dire ok, t'as une vision, on sera prêt à te suivre et à mettre notre exécution, notre savoir-faire à tes services. Tu l'as eu avec d'autres aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre, non? Il y a d'autres projets que vous avez un peu business angelé, parce que c'est un peu ça, presque. Alors, je dirais pas business angelé parce que pour moi, le terme de business angel, c'est un peu tu mets de l'argent puis tu verras bien si ça rapporte. Et ça, j'y crois pas trop. Enfin, c'est pas que j'y crois pas trop, c'est pas mon trip. C'est pas ta philosophie. Pas ma philosophie. Il en faut, c'est très bien. Il y a des ratios où, a priori, il faut miser dans 100 sociétés pour qu'il y en ait une qui paye les 99 qui vont se casser la gueule. Bon, ça fait peur. C'est pas mon truc. Okay. Voilà. Moi, je suis plus dans l'accompagnement. Donc, oui, on a accompagné mais d'autres structures dans le développement d'activités, mais toujours plutôt dans des activités... moi, j'aime bien comprendre. C'était, je ne sais plus quel gros investisseur qui disait ça. Je ne mets de l'argent que dans des entreprises que je comprends. Bah, c'est Warren Buffett. Voilà, c'est Warren Buffett, exactement. Mais je suis un peu, toute modestie, je suis un peu comme lui. Si je ne comprends pas, je vois pas ce que je peux apporter à une boîte que je ne comprends pas. Et donc, si l'objectif, c'est juste de mettre de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Ça te fait chier. Voilà. C'est quoi la recette pour entreprendre durablement avec un pote? Il y a des règles. C'est quoi le truc? Quand j'ai commencé à monter ma boîte et après mes 2 premières expériences où j'avais été associé avec les vendeurs, ça s'était très mal passé puisqu'on s'est séparés chaque fois au bout d'1 an, je m'étais dit il y a 2 choses à bien respecter. C'est 1, ne jamais s'associer et 2, jamais travailler en famille. Moi, il se trouve que Now Coworking, je suis associé, j'en suis ravi, Cancan aussi, que maintenant je travaille même en famille. Donc, je pense qu'il ne faut surtout pas avoir de certitude. Okay. Ce qui est important, je pense,
à mon sens, c'est que chacun dans son rôle d'associé, d'abord il faut une... Là on est associés, dans le cas de Nao, on est associés, mais on travaille tous les deux dans la boîte. Donc déjà, il faut avoir beaucoup de respect l'un vers l'autre et une totale confiance dans le travail au quotidien. Parce que si tu n'as pas ça, et que tout le monde, enfin les deux s'amusent à contrôler ce que l'autre fait, c'est vite l'enfer. La deuxième chose, mais ça c'est vrai pour les associations, il faut que chaque associé ait la même stratégie. C'est-à-dire que si tu as des associés financiers, je vais prendre le cas de Cancan, on était 3 associés financiers au départ. Il faut que ces 3 associés financiers aient la même stratégie. C'est-à-dire, est-ce que je veux réinvestir à mort? Est-ce que je veux en tirer du dividende à mort? Est-ce que je ne cherche pas à avoir une rentabilité de cet établissement trop importante, ou je cherche à avoir 3%, 10%, 15%, 20%? Mais il faut que tous les associés financiers aient la même volonté. Tu fixes un calendrier en disant on y est pour 10, 15, 20 temps? Même pas, non, ça se fait pas ça. Non, juste pour comprendre. Okay. Non, c'est... Non, je fais pas des plans comme ça. Non, c'est plus vrai, okay. du... alors tu as toujours le délai de démarrage, c'est-à-dire que tu te mets pas dans un projet en disant dans 5 ans je me barre, enfin dans 3 ans je me barre. Il faut quand même laisser le temps au temps pour que la boîte puisse s'installer, se créer, se lancer. Donc il faut quand même un minimum de temps. Mais après, non, j'ai jamais de projet en disant dans 7 ans il faut que je sorte. Par exemple, avec un fonds, tes 2 associés sur Cancan, vous êtes jamais dit un truc comme ça, de je sais pas... Enfin, tu me diras qu'est-ce qui te ferait dire ça, j'en sais rien. Des projets perso peut-être, tu vois, moi dans 10 ans j'habite à Saint-Barthélemy. Alors, enfin, tu me diras pas là. Je pense que quand tu rentres en tant que financier dans une structure, faut pas se dire je vais avoir besoin de l'argent dans tant de temps. Voilà, ok. Parce que la boîte, tu sais pas. Bah non. Si elle vivote, tu vas peut-être vouloir sortir, mais si elle se développe, il faut laisser l'argent dans l'entreprise. Il ne faut surtout pas que l'actionnaire se serve. Il faut qu'il laisse l'argent dans l'entreprise pour que la boîte puisse se développer. En revanche, si elle vivote, que globalement ça tourne, puis tu ne veux pas faire plus, ok, dans ce cas-là, tu peux dire je prends du dividende chaque année, juste pour que la boîte puisse continuer d'investir gentiment, mais je me rembourse du capital que j'ai mis petit à petit, et voilà. Mais c'est compliqué de dire à 5 ans qu'est-ce que je veux faire de la boîte. Surtout, tu prends le Cancan, c'est un restaurant. Un restaurant, une fois que tu l'as amené au sommet de remplissage de ton restaurant, tu ne peux pas dire mon restaurant va faire x10. Je ne vois pas comment tu peux faire. Tu es limité par la taille de ton bâtiment. Bien sûr. C'est un peu comme un appartement. Ton appartement, si tu as un appartement en tant que propriétaire, tu le loues. Demain, alors tu vas rajouter de la valeur ajoutée, tu vas le louer meublé, ok. Puis après, tu vas le louer la semaine en faisant le ménage plus souvent. Mais enfin, à un moment, tu ne vas pas pouvoir faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec ton studio. Ça ne marchera pas. Tu es limité, tu as la contrainte, ce qui n'est pas vrai sur tout un tas d'autres activités. Moi, dans le coworking, je suis limité à la surface de mon immeuble. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai commercialisé tout, que je suis au taquet de ce que je peux louer, je ne vais pas faire du 150% de remplissage, c'est pas possible. En revanche, si tu fais de la comptabilité, là oui, tu peux dire je vais embaucher un comptable, je vais pouvoir faire de nouveaux projets, et puis je vais embaucher un nouveau comptable, et puis un nouveau comptable. Donc tu as des boîtes qui peuvent grossir, et tu as des boîtes qui sont limitées, qui sont contraintes par le support. Alors même si Franck fait des miracles, et lui est capable dans le même restaurant d'arriver à y faire maintenant du traiteur, donc il arrive à faire une croissance de dingue. Là, on est tombé sur un petit magicien, c'est autre chose. Donc, donc oui, pour revenir à l'association, donc ça c'est important. Ensuite, il y a le risque de l'association, typiquement avec Franck, où Franck, c'est pas un associé au même titre que les 3 autres. Franck, il travaille dedans. Franck, il se nourrit avec. C'était pour ça que c'était important pour nous qu'il ait une grosse part. Il est actionnaire de manière beaucoup plus significative que chacun d'entre nous. Parce que lui, c'est son travail. Et donc, il peut pas être... il pouvait pas être... On est 3 dans cette opération. On pouvait pas être... Enfin, 3 plus lui. On pouvait pas être à 25, 25, 25. Parce que c'est pas logique. Lui, il travaille dedans. C'est normal qu'il en ait plus. Enfin, ça paraît... bien sûr, c'est pas tous les investisseurs qui ont cette vision-là. C'est quand même relativement exceptionnel. Et moi, je suis complètement aligné avec ça, parce que ça me paraît... Enfin, c'est du bon sens total.
Mais c'est pas tous. Mais après, ça dépend. Tu as des gens qui veulent être juste collaborateurs. Hein. Par contre, tu vois, dans mon ancienne société, j'avais associé des collaborateurs, mais de manière marginale. C'est-à-dire, quand j'avais monté ma boîte, j'avais racheté, j'avais proposé à des collaborateurs qui m'avaient suivi depuis longtemps ou autres de prendre un petit ticket. Et en fait, ils ne se sont jamais impliqués dans la gestion de la boîte parce qu'ils avaient un petit ticket qu'ils n'avaient pas payé ce que je leur avais offert. Donc, ils n'avaient pas de... Ils n'étaient pas motivés. Ben c'est ça, donc, il n'y avait pas de... ils étaient actionnaires, mais sans vraiment l'être. Et à tel point qu'il y en a même un, quand on a vendu, il a touché un gros chèque. Il m'a dit qu'est-ce que tu dois toucher toi, vu ce que je touche moi? Ouais, mais j'ai pris le risque, c'est moi qui ai pris les décisions, c'est moi qui ai pris... quand ça allait pas, c'est moi qui me suis pas payé, toi, tu as toujours eu ton salaire. Donc, du coup, j'étais un peu vexé de ça, et je veux plus reproduire ça, parce que je trouve que c'est une fausse bonne idée. Parce que tu n'as pas des gens qui sont hyper motivés. À un moment, il faut savoir qu'une boîte, si tu veux comprendre qu'une boîte, il faut laisser du dividende dedans, il faut laisser du bénéfice dans la société pour qu'elle puisse se réinvestir. Mais par contre, que tu te dises, oui, mais c'est normal aussi que l'actionnaire ait du dividende, il faut que tu aies payé tes parts. Je suis d'accord. Il faut que tu aies mis de l'argent, parce que tu dis, voilà, j'hypothèque ma baraque ou je mets toutes mes économies. Quand moi j'ai joué la première société, j'ai dit à ma femme m'a dit tu laisses la maison tranquille, tout le reste tu peux en jouer. On a mis tout ce que j'avais gagné de 20 ans de salariat, de cadre où j'avais bossé comme un dingue, je partais plus en vacances avec mes enfants, parce que je bossais beaucoup. J'ai tout rejoué. T'as fait all-in, quoi. Ouais. Ça me paraît pas normal que quand tu joues tout, que si un jour ça marche, parce que si jamais ça perd, et il n'y a quand même pas oublié que beaucoup d'entreprises tombent, tu perds tout ce que tu avais gagné. Donc ça paraît aussi que quand ça gagne, que tu puisses récupérer aussi une partie du fruit. Bah oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc cette association, pour Franck, on l'a vu effectivement, il a une part importante. Vous avez d'autres projets d'ailleurs, non, je crois, si je dis pas de bêtises, l'église. Oui, on a l'église. Donc l'été dernier, c'est l'été dernier, on a répondu à l'appel à projet de la ville pour refaire quelque chose de l'église. Et donc on a bâti un projet un peu marrant qui va être assez nouveau sur Rouen. Et autant le Cancan, l'idée c'est un restaurant de copains. Et avec cette ambiance-là, que quand tu es accueilli par des gens qui te connaissent, parce que le personnel ne bouge pas, ce qui est rare en restauration. Les serveurs sont là depuis très longtemps. Donc, normalement, si tu es un habitué, tu connais toujours les serveurs, qui ne sont pas les patrons. Parce que dans les restaurants, souvent, tu connais le patron parce que les propriétaires du truc. Mais là, les serveurs ne sont pas les patrons par définition, mais ils sont là depuis longtemps. Donc, c'est un peu une grande famille qui est gérée au sein de Cancan par Franck. Et si je veux dire un mot sur le thème de cette église, alors je voudrais bien redire, c'est une église en termes d'objets, mais cette église a été désacralisée depuis 1792. Oui, on n'est pas dans le blasphème, c'est tous les chrétiens, ne vous inquiétez pas, c'est pas nous qui avons transformé l'église. T'as déjà des remarques là-dessus, t'as déjà des trucs, ça commence. Et dire cette église a été transformée en stockage de sel, qui a beaucoup détruit les piliers, etc. Ça a été un magasin de vin, ça a été une salle de spectacle, ça a été plein de choses. Donc ce n'est plus un objet chrétien, il n'y a plus rien à l'intérieur. Je suis super à l'aise avec ça. Alors tant pis s'il y a des chrétiens qui nous écoutent, mais je trouve que c'est à l'inverse plutôt super sympa. C'est-à-dire que ces lieux de communauté qui ont été quand même, parce que les églises au Moyen-Âge c'était quand même quelque chose, complètement aujourd'hui vidées, inoccupées. D'ailleurs on peut se demander où se répartissent aujourd'hui les croyances parce qu'elles sont un peu ailleurs. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, on va pas y aller, c'est super casse-gueule. C'est hyper casse-gueule. En tout cas, de reprendre un lieu comme ça, qui historiquement est un lieu de brassage de monde, et de le remettre au goût du jour sur en plus du partage type alimentaire. On a fait la brasserie Ragnar aussi la semaine dernière. En fait, c'est vraiment ça, ce que tu disais, le brassage et en faire un lieu de rencontre. L'église, c'était là où les gens se retrouvaient. On veut que ça revienne, ce lieu où les gens se retrouvent. C'est pour ça que... Alors, je vais mettre un bémol tout de suite en amont. Tout ça ne pourra se faire
dans la durée que si les gens sont respectueux du principe. D'accord ? Maintenant, je vais expliquer le principe. Mais clairement, on a aussi besoin que ça s'équilibre. Donc, si les gens ne respectent pas le jeu, on sera obligé de modifier les règles. Oui, tu parles de financier là, du coup. Ah oui, parce qu'à un moment, dire c'est un projet dans lequel on va investir 3 millions d'euros. Donc, normalement, il ne faut pas rêver. C'est les banquiers qui vont me prêter, les banquiers veulent qu'on le rembourse. C'est assez fair play. Voilà. Donc, l'idée, ça va être la générosité sur ce projet. Donc, typiquement, on va recréer, par exemple, un parvis. Il n'y a pas de parvis sur cette église, c'était passé devant, tu as vu qu'elle était le front de rue. Ouais. On va recréer un parvis du lieu dans lequel les gens peuvent venir échanger devant le parvis d'église, etc. C'est la sortie des mariages ou autre. Donc, on va recréer un parvis intérieur dans lequel on va laisser la possibilité de se connecter au Wi-Fi, de travailler gratuitement. On ne te demandera pas de consommer, on ne te demandera rien. Mais par contre, tu pourras même venir avec un sandwich et manger sur place si tu veux, on s'en fout. Mais évidemment, si des gens viennent, laissent toutes leurs cochonneries et repartent que le soir à 20h sans laisser la place aux autres, ça ne pourra pas durer. C'est-à-dire que ça n'a de sens que s'il y a beaucoup de mouvements de gens et que ça sert pas mal de monde. Sinon, ça n'aura pas d'intérêt. De la même manière, j'ai demandé à Franck de travailler une proposition de manière à ce que tu puisses venir manger entrée, plat, dessert, et tu donneras ce que tu veux. Il n'y aura pas de prix. Bah, ça sera un menu imposé, hein, mais tu auras entrée, plat, dessert, tu manges, et à la fin, quand tu pars, tu donnes ce que tu veux. Ah, c'est couillu. C'est couillu. Mais alors, je vais être très clair, un étudiant qui viendra et qui filera 2 €, je m'en moque. S'il y a suffisamment de gens qui donnent ce qui est nécessaire de donner, pour que tout le monde puisse s'en sortir. C'est intéressant en plus de dire, tiens, j'ai mangé, combien tu estimes Voilà, combien tu estimes que ce que tu as mangé, est-ce que tu estimes que ça vaut quelque chose, le travail qui a été effectué, les aliments qu'on t'a fournis, est-ce que ça vaut quelque chose, que ça vaut rien. Moi, je suis convaincu, je crois en l'être humain, je crois en l'intelligence humaine, donc j'ai envie de le tenter. Je peux t'assurer que là aussi, c'est un peu comme quand on a fait le coworking, tout le monde me dit, les financiers en premier me disent, mais t'es barré, ça marchera pas, tout le monde va le faire, personne donnera. Il n'y a qu'une chose qui sera obligatoire, c'est de donner au minimum 50 centimes, parce que quand tu mangeras dans ce restaurant, tu seras obligé de donner 50 centimes de dons à une association pour les travaux dans l'église, pour améliorer l'église. On est sur la générosité, ouais, mais de A à Z, quoi. Okay. Tout à fait. Ok. Et ça, c'est ta ligne directrice pour... C'est la ligne directrice de ce restaurant. Et après, une fois que tu as une ligne directrice comme ça, après, tu déroules tout le reste. Après, c'est Franck qui bosse. Après, c'est Franck qui bosse, ok. Qui, lui, va décliner la stratégie. Et puis, pour tout dire, on est aussi sur un 3e restaurant avec un autre concept encore et qu'on aimerait... Ça sera peut-être l'occasion de notre prochaine rencontre. Ouais. Pascal, on va arriver sur la fin du podcast parce que je t'ai déjà pris pas mal de temps. Je sais pas combien on est, mais on doit être pas mal, on doit être sur 1h20 déjà, ouais. Effectivement, on va d'abord je te remercie pour tout ce temps. J'ai encore 3 petites questions pour clore cet épisode. La première, c'est est-ce que tu auras un contenu que tu souhaites nous recommander, un contenu pour les auditeurs qui te caractérise, quelque chose que tu aimes? Ça peut être un bouquin, ça peut être un lien internet, ça peut être un site, ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui te caractérise, que tu dis tiens, ça c'est un truc, pensez à moi, faites ça, ou lisez ça, ou consommez ça. Alors, ça va te surprendre. J'ai relu un bouquin cet été. C'est Le Petit Prince. Ouais, génial. Ouais. Et alors, il y a plein de choses à retenir de ce bouquin. Et tu peux le relire autant de fois que tu veux. C'est ce qui est du bonheur avec ce truc-là. Tu as tout le temps toujours une lecture. Et ce que j'ai retenu cet été, c'est refuser l'immobilisme. Et je pense qu'en tant que chef d'entreprise, refuser l'immobilisme, c'est vraiment important. Toujours garder le mouvement, toujours être en mouvement. Donc, ouais, Le Petit Prince. Le Petit Prince, ouais. Ok. C'est génial. Voilà. Okay. À relire. On l'a lu quand on était enfant, mais c'est vraiment à relire. Alors, je l'ai en version espagnole. Je l'avais acheté à Barcelone. Ça va être plus compliqué pour moi. Là. je le vois. La naissance de mon fils était partie en dégagement. Donc je me suis dit, tiens, ça va être joli. Je vais lui lire ça dans son berceau.
Je l'ai jamais fait. Mais Eh bien, reprends-le. je reprends. Deuxième petite question, qui est un peu la marque de fabrique du podcast. On aime bien essayer de s'élever, tous les podcasteurs qu'on a, et même un peu nos auditeurs. S'élever, ça veut dire s'améliorer au quotidien. Pour s'améliorer, faut déjà savoir où est-ce qu'on n'est pas bon. Et on aime bien poser la question, tu es obligé de répondre. Est-ce que tu aurais des petites médiocrités acceptables que tu pourrais nous confier? Oui, Alors vas-y. j'ai besoin d'être aimé. Ah, ça, je trouve ça que c'est médiocrité. Ouais, d'accord, t'as besoin de... Ouais, j'ai. Ok, ouais, je prends, vas-y. Ouais, Quand très je bien. suis dans un. J'ai du mal à travailler si je ressens pas, si je suis pas dans une ambiance. Dire une relation avec nos collaborateurs sont formidables et les relations avec les coworkers sont formidables. C'est pour ça que je suis passionné par ce que je fais actuellement. Euh, parce que tu es. Parce qu'on s'aime au sens noble du terme, Ouais, je comprends. les uns les autres, et on se rend beaucoup de choses. Et ça, c'est super sympa de travailler dans ce cadre-là. Travailler. Je vais te donner un exemple de mon premier job, parce que je pense que c'est quelque chose qui me poursuit depuis très longtemps. Quand j'ai cherché mon premier job, je t'en ai parlé tout à l'heure, après l'armée, informaticien dans les années 90, honnêtement, pour ne pas trouver de boulot, Il fallait le bonheur. Ouais. un peu le faire exprès. Donc j'avais plein d'offres, et notamment une offre où je suis arrivé, c'était une boîte que je connaissais pas à l'époque, c'est pas bien ce que je dis, mais bon, c'était Sofinco. Ok. Et à Évry, et ils me proposent un job en me disant voilà, vous allez être ce qu'ils appelaient dans le vivier, je crois que c'était ça. Donc tu arrivais, j'étais bac plus 6, donc tu faisais un premier job et en fait tu avais tout un cursus quasiment préprogrammé de manière à pouvoir prendre une direction de service à assez court terme. Quand je dis assez court terme, 6-7 ans, en sachant que ça n'a jamais été des trucs qui m'ont projeté. Moi, ça, je vais faire une digression. Quand j'étais à l'école d'ingénieur, un jour, j'ai Procter & Gamble qui vient et le mec nous explique que voilà, on commençait à tel statut, que tant d'années après on était à tel statut, tant d'années après ça. Et donc je me lève en cours du truc et je me tire. Et je suis rattrapé parce qu'ils avaient tout un tas d'équipes qui suivaient les jeunes, parce qu'on allait tous sortir de notre diplôme. Elle me récupère, elle me dit qu'est-ce qui se passe? Je dis non, mais attendez, vous venez de m'expliquer à quel poste je serai le jour de ma retraite. C'est même pas envisageable pour moi. Quoi. Elle me dit mais quand même, ça pourrait vous rassurer. Je dis oui, mais j'ai surtout pas besoin d'être rassuré. Quoi. Donc, bon. Donc je reviens à l'histoire de Sofinco. Et donc je connaissais pas, que j'avais pris pour une banque. Comme je n'avais jamais utilisé à titre perso, je savais pas qui c'était. Et je fais mon dernier rendez-vous de recrutement avec le directeur informatique qui là me dit ben voilà, vous commencez dans 1 mois et demi ou 2 mois et tel poste, super bien payé, vraiment passionnant. Le job m'intéresse et puis le DRH me récupère de chez le bureau du directeur informatique et me ramène à son bureau pour que je signe mon contrat de travail. Donc on est vraiment au dernier truc. Et pendant qu'on marche dans le couloir, mais je me vois encore dans le couloir, et le mec m'explique, il me dit bon, puis après on a tous les avantages, intéressement, ce qu'on te vend en plus. Et puis il dit, vous savez aussi, on est le plus grand garage, on est le plus grand concessionnaire de France. J'ai concessionnaire, comment ça? Il me dit oui, c'est comme on finance des voitures à des gens qui souvent ne peuvent pas payer. Au bout d'un moment, on les récupère à un prix très intéressant et on les vend d'abord aux collaborateurs pour le montant de la dette restant à courir. Et là, je dis rien, je reste un peu ébahi, je continue de marcher. On arrive à son bureau, il s'installe à son bureau, il me dit bon, asseyez-vous, je vais vous faire signer les documents. Et puis je dis non, mais je ne vais pas signer. Je ne vais pas pouvoir, parce que j'ai là ce que vous venez de m'expliquer. Mais je peux pas bosser dans une entreprise qui fait faire faillite aux gens, qui participe, bien sûr. Sans participer, mais je m'étais pas rendu compte que vous amenez des gens à un niveau d'endettement, mais que ça ne vous pose aucun scrupule et que vous allez pouvoir faire bénéficier vos collaborateurs de remises sur les fins de voiture à pas cher parce que des gens n'ont pas pu payer.
Je dis non, mais je peux pas. C'est glauque. Et quelques semaines avant, j'avais refusé un poste chez j'avais postulé pour travailler chez Dassault Aviation à l'informatique. Et en fait, j'avais été recruté, mais à Dassault Armement. Et c'est pareil, j'avais renoncé en disant, mais j'ai rien contre, je trouve il en faut. Mais moi non. J'y arriverai pas, donc je serai pas bon, puisque je vais être... Et tu vois, j'ai besoin d'être aimé. Alors, dans ce sens-là. Là, c'est aussi investi, c'est-à-dire qu'il faut que tu crois profondément dans ce que tu fais. Voilà, j'ai besoin de croire dans la boîte. Ouais, mais c'est un peu la même. C'est le même principe. Okay, J'ai aussi besoin d'être dans un métier où. Je me souviens quand j'étais sorti de l'armée, j'avais un pote qui était rentré chez McDo. Alors là, qui n'était pas du tout, mais c'était l'époque du lancement de McDo. Il m'a dit, mais attends, on fait fortune. Mais je dis, ouais, mais moi, je me vois pas tous les jours faire des frites, quoi. Et je dis, ok, je vais peut-être faire de l'argent, mais c'est pas mon objectif dans la vie. Bien sûr que j'ai envie de gagner ma vie, mais j'ai besoin de me sentir à l'aise avec ce que je vais faire. Ouais. Donc tu dirais que ta médiocrité acceptable, c'est d'être aimé ou de se sentir... Besoin d'être aimé. Au boulot. Ouais, au boulot, ou en général, même en général. Ok, ok, bah, écoute, je prends parce qu'on l'a jamais eu celle-ci. Enfin, dernière question, Pascal. Est-ce que tu aimerais entendre des chefs d'entreprise de ton réseau faire cet exercice avec nous de Small is Beautiful? Est-ce que tu pourrais nous recommander à des personnes pour faire cet exercice? Alors écoute, tout à l'heure, avant de commencer, on est allé prendre un café et tu m'as vu saluer un chef d'entreprise qui vient de s'installer au sein du coworking. Exact, là-bas, ouais. C'est Jérôme Leleu, le président d'Interaction. Bah oui, c'est une rockstar rouennaise. Exactement. J'ai pas calculé que c'était lui, d'accord. Okay. Et donc c'est quelqu'un qui est maintenant installé à Bordeaux, mais c'est un Rouennais à l'origine, et qui a monté une boîte Alors il a commencé par développer des sites web. C'est ça, c'est d'abord du multimédia, machin, voilà, et maintenant il est dans le médical. Interaction. Et maintenant il est dans le médical et dans la formation, dans les jeux, Enfin, il t'expliquera ça beaucoup mieux que moi, mais dans les trucs hyper pointus, il travaille à New York, il travaille un peu partout dans le monde maintenant pour les plus grands hôpitaux du monde. Et c'est un garçon qui vient d'un monde qui n'était pas du tout, ses parents n'étaient pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat, etc. Il n'est pas, moi je suis quand même un peu tombé dans le monde de l'entrepreneuriat tout petit. Lui, c'était pas son cas. Okay. Et je trouve que ça serait un profil très intéressant à écouter. Ah bah, avec grand plaisir, carrément. Ouais. Carrément. Pascal, je te remercie pour tout ton temps, pour voilà, comment tu t'es ouvert, parce que c'est le principe, c'est ça, c'est de transmettre un peu le parcours d'entrepreneur à ceux que ça intéresse, moi en premier. Voilà. On va se quitter là-dessus parce que c'était super. Je vais arrêter l'enregistrement. Pour les gens qui nous écoutent, il faut vous abonner à la page LinkedIn, à Apple Podcast si vous êtes dessus, à Spotify, bref, à n'importe lequel de la plateforme qui vous sert à écouter, mais il faut le faire. Il faut nous mettre une bonne note aussi parce que ça nous fait un peu remonter. On n'est pas dans le fait de vouloir monétiser, on s'en fout, mais on aime bien que la communauté grossisse quand même. Hein. Voilà. Encore merci pour cet accueil, Pascal. À très bientôt. À très bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez m'aider à le faire connaître en vous abonnant sur iTunes, Spotify ou Deezer. Pensez à noter 5 étoiles ce podcast sur iTunes et n'hésitez pas à partager à 2 personnes de votre entourage. Pour me contacter, envoyez-moi un email à l'adresse contact@cibpodcast.com. À bientôt.